Bonjour et bienvenue dans cette formation gratuite. Je ne suis pas un expert en immobilier. Néanmoins, j'ai déjà acheté dans ma vie 6 appartements. Donc, disons que je commence à toucher un petit peu mes billes. Enfin, je suis passé plusieurs fois sur ce process. J'ai eu à faire la recherche, j'ai eu à faire les travaux, j'ai eu à gérer les locataires, j'ai eu à faire toute la partie administrative. Donc, bien que ne me considérant pas comme un expert en immobilier, j'ai envie dans cette formation de partager avec vous ce que j'ai appris et qui s'est concrétisé sur un appartement en particulier, le dernier appartement dont j'ai fait l'acquisition avec mon frère. C'est une opération qu'on a fait à deux, ce qui est quand même très appréciable parce que ça permet de s'entraider, de se motiver, ça permet d'avoir des bras supplémentaires, vous allez le voir plus tard dans la vidéo. Et donc cette opération, à mon sens, elle est reproductible et c'est l'opération la plus rentable que j'ai réalisée jusqu'à présent dans ma vie dans l'immobilier. Pourquoi la plus rentable? Parce que cet appartement nous rapporte 1000 € de cash flow par mois, ce qui n'est pas négligeable. C'est supérieur à toutes les opérations que j'ai pu faire auparavant. Donc cet appartement, je l'ai documenté. Ça commence au moment où on trouve l'appartement et on va jusqu'à la fin des travaux, juste avant l'entrée des locataires. Et je partage dans cette formation tous mes conseils avec vous pour vous aider à refaire exactement la même chose. Avant de commencer cette formation, j'en appelle à votre indulgence. C'est pas une formation que je vends, c'est une formation que je vous donne gratuitement. Donc forcément, c'est pas le même travail qu'une formation payante. Il va y avoir quelques redites, ça va être parfois un petit peu brouillon. Donc il va falloir regarder, s'inspirer, prendre des conseils ici et là. Parfois, il va manquer quelques petites choses, parfois il y aura quelques imprécisions. Mais je pense que dans l'ensemble, chacun va y trouver son compte, du moins si vous êtes intéressé par l'immobilier. Même si d'ailleurs, c'est une ambition que vous avez de vous lancer là-dedans, vous allez pouvoir voir le travail que ça demande et anticiper les obstacles auxquels vous pourriez être confronté. Ceci étant dit, je vous souhaite un bon visionnage. Pour commencer, en guise d'introduction, puisque j'ai envie de rentrer tout de suite dans le concret, je vais vous donner des chiffres, comme ça vous allez avoir une vue d'ensemble de l'opération qu'on a menée. Alors, premier chiffre très important, donc le prix d'achat du bien. On a acheté ce bien 143 000 €. 143 000 €, et donc dans ces 143 000 €, pardon, il y a 3 000 € de frais d'agence. Ok, donc ça, c'est la première chose importante. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Je vais prendre les montants dans l'ordre, par ordre décroissant. Qu'est-ce qu'on a qui vient derrière? On a les frais de notaire, 11 500 €. Et qu'est-ce qu'on a qui vient derrière? On a les travaux, du moins les travaux qu'on a fait financer par la banque, qui sont rentrés dans le crédit, donc on a 8 000 €. Vous verrez dans les différentes parties, je rentrerai un peu plus dans les détails. Et je crois que c'est tout. Donc si je ne dis pas de bêtises, ça nous fait donc un projet total. Si je compte tout ça, l'acquisition du bien, les frais de notaire et les travaux, on est sur du 163 000 €. 163 000 €. Et donc, ça, c'est ce qu'on a d'un côté. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté pour calculer notre rentabilité brute? Eh bien, combien on le loue? Combien on le loue cet appartement? Eh bien, c'est simple. On le loue en colocation. Donc ça, c'est très important. On va parler de colocation aujourd'hui dans cette formation. Et donc on a 5 chambres qui sont à des prix différents, 2 chambres qui sont à 420, une chambre qui est à 390 et 2 chambres qui sont à 410. Pourquoi cette différence de prix? Parce que les chambres font des tailles différentes. C'est au prorata tout simplement de leur surface. Donc voilà les loyers que l'on rentre et donc le calcul, la somme de tout ça, ça fait 2050 €. Donc si on fait un calcul de rentabilité, 163 000 € et 2050 €, on a une rentabilité brute de 16%. Donc voilà sur quoi on s'embarque au cours de cette formation, donc qui est divisée en différents modules pour pouvoir vous y retrouver, pour pouvoir revenir à une partie spécifiquement si vous en avez le besoin plus tard. Eh bien on va suivre l'évolution du projet chronologiquement tout simplement, commencer par comment je vais trouver mon bien jusqu'à les petites questions de gestion, comment je vais gérer mes colocataires, quel type de bail ou de baux je vais faire. Et donc voilà, je vous conseille de vous munir d'un stylo et d'un papier. La formation est assez longue, vous n'êtes pas obligé de la regarder en une fois, mais en tout cas, je pense que c'est important de noter quelques petites choses pendant que vous suivez cette formation. Allez, c'est parti. Commençons cette formation par les principes de base. On va parler de colocation. Pourquoi? Parce que ça permet de rentabiliser les mètres carrés. On n'est pas en train de louer un appart de 30 mètres carrés ou de 40 mètres carrés à une personne seule qui va avoir plein d'espace, mais on est en train de louer un appartement d'une centaine de mètres carrés à 5 personnes.
Donc vous voyez tout de suite que ça permet de rentabiliser. On va générer plus d'argent au mètre carré. Donc la colocation, est-ce qu'on peut le faire partout? Bah non, on peut pas forcément le faire partout. Notamment, moi j'écarte tout de suite de mes recherches une ville comme Paris. Je vais vous expliquer pourquoi, c'est très simple, parce que il y a énormément de demandes à Paris, les prix au mètre carré sont très élevés, les prix des loyers sont aussi, les gens vont trouver que c'est très élevé le loyer à Paris, mais il n'y a pas un si gros écart entre le prix d'achat, enfin le prix du mètre carré à l'achat et le prix du loyer. Quand vous allez en province, dans une ville de province, eh bien vous allez avoir un prix à l'achat qui va être beaucoup plus bas et un loyer qui va être, on va dire, normal. Si vous voulez, en fait, à Paris, vous allez avoir peu d'écart et en province, vous allez avoir un gros écart. Donc, on va chercher une ville de province. On va chercher une ville de province étudiante, avec beaucoup d'étudiants, pas juste une petite fac, mais avec une fac, avec plusieurs campus, avec, je sais pas, des écoles de commerce. Donc c'est ça qu'on va aller chercher. Nous, on a choisi la ville de Caen. Pourquoi? Parce que c'est une ville qu'on connaît. Et la première erreur, ça serait d'investir dans une ville que vous ne connaissez pas. Ça, c'est vraiment l'erreur à pas faire. Moi, j'ai jamais mis les pieds à Lille. Je ne vais pas acheter à Lille. Je n'ai jamais mis les pieds à Bordeaux. Je ne vais pas acheter à Bordeaux. Maintenant, j'ai étudié pendant 2 ans à Caen. Mon frère a étudié pendant 3 ans ou 4 ans à Caen. J'ai des grands-parents qui habitent pas loin, donc j'y allais beaucoup durant mon enfance. Donc c'est une ville que je connais. Je suis capable de dire quelles parties de la ville sont intéressantes. Je l'ai vécu en tant qu'étudiant. J'ai pris le tramway tous les jours. D'ailleurs, je me souviens que j'étais très mal logé quand j'étais là-bas. J'avais un appartement à un bout de la ville et mon campus était à l'autre bout. Donc, je devais me taper tous les matins 45 minutes de tram et rebelote le soir avec l'abonnement de tram. Vous voyez, ça me permet de mieux comprendre la ville et ça me permet également de comprendre quelles sont les attentes, quels sont les besoins d'un étudiant. Je suis déjà cet étudiant qui cherche cet appartement. Donc, je sais exactement là où il va falloir chercher. Parce qu'en fait, cibler la ville, c'est pas le tout. Encore faut-il ensuite cibler le bon appartement. Plaçons le contexte. Comment j'ai trouvé cet appartement? C'est un petit peu spécifique et je vous explique maintenant parce que plus loin dans la formation, il va y avoir un chapitre pour vous aider à trouver un bien immobilier avec des bonnes pratiques à mettre en place. Mais dans ce cas-là, c'est un petit peu spécifique. Je connais une personne qui habite dans le même immeuble, 3 étages au-dessus, et qui possède exactement le même appartement. Donc la même dimension, même nombre de pièces, etc. C'est lui qui m'a prévenu que cet appartement était à vendre à tel prix, telle surface, et que c'était dans telle agence. Du coup, j'y suis allé un peu au bluff, j'ai posé les couilles sur la table comme on dit et j'ai trouvé donc l'agence qui vendait l'appartement. J'ai même découvert dans ce processus qu'il y avait une deuxième agence qui vendait l'appartement. C'est souvent le cas en fait. Un propriétaire va vendre son appartement, il va pas aller voir une seule agence dans sa ville, il va aller en voir 2 voire même 3 et c'est à qui vendra le premier. Et parfois, on a une petite différence de prix. Donc, j'ai eu ces 2 agences, j'ai passé un coup de fil à l'un puis à l'autre, je les ai mis en concurrence pour finalement réussir à avoir au téléphone, verbalement, j'ai pas visité, j'avais pas besoin puisqu'en fait j'avais un pote qui était au-dessus qui m'avait fourni des photos, les plans, etc. Donc pour moi c'est comme si j'y étais, je connaissais l'immeuble, je savais qu'il n'y avait pas de problème particulier. Donc j'ai fait mon offre directement au téléphone sans visiter. C'est pas une chose que je vous conseille nécessairement, surtout si vous débutez. On le verra plus loin dans la formation. Je vous donne encore une fois, je vous l'expliquerai les bonnes pratiques à mettre en place. Mais voilà comment je m'y suis pris. J'ai tout de suite fait une offre un petit peu en dessous du prix et l'histoire commence ici. On va appeler pour faire une offre sur cet appartement et on va voir si on arrive à tomber d'accord parce qu'on connaît le prix déjà en fait auquel il a été négocié. Oui, allô, bonjour monsieur Piette. Vous avez... Oui, bah en fait, je suis le frère de Thomas que vous avez eu au téléphone plus tôt dans la journée. En fait, alors, il vous a peut-être expliqué brièvement, mais nous, on investit tous les deux. Donc, c'est ce qu'on a déjà fait dans le passé, donc c'est ce qu'on se propose de faire à nouveau. Alors maintenant, moi, j'ai vu que sur l'annonce, il était à 149 200 € FAI, frais d'agence inclus. Moi, à 153. Il est passé à 100... il est monté parce que alors moi j'allais vous faire une offre à un prix inférieur. Bon, écoutez, si je vous formule l'offre par écrit, on vous la signe, on vous l'envoie par mail. Si jamais, alors si le ou la propriétaire, je sais pas si c'est un monsieur ou une dame, n'hésitez. Ah, ils sont 3. Bon, n'hésitez pas à les rassurer. Je suis prêt à vous fournir tous les documents nécessaires. Nous, quand on fait une vente, on va au bout.
Là, on a acheté à Caen il n'y a pas très longtemps, boulevard des Alliés. Ça s'est très bien passé. On n'a aucun problème avec notre banque, elle nous soutient à 200%. On a de l'apport, donc c'est pas nous. Alors voilà, on fera pas perdre de temps à dire voilà. Bon, est-ce que je peux prendre? Ah bah oui, alors moi je suis moi et mon frère, parce qu'on est tous les deux, on est sûr à 2000%, il n'y a absolument aucun souci. Bon, bah, et de toute façon, on vous fait notre offre. Après voilà, si jamais ça ne, voilà, bon, parce que nous on est sûr de notre information. Si jamais ça ne devait pas passer, on serait pas fermé à la négociation, mais voilà, on va. Sur les trois propriétaires, il y en a un qui t'a fait voilà. Ok. Il y en a deux qui sont favorables. Il y en a un. Pardon, j'avance peut-être. Donc, ouais. je vous suis. Ok. Super. Ok, super. On va vous rédiger une offre par écrit, on vous la scanne, on vous l'envoie par mail dans la foulée avant 17h. On fait comme ça? L'appartement, du coup, la fret a accepté et donc c'est cool. On a changé en fait d'interlocuteur et ça a été accepté. On a prévenu le notaire, le notaire aussi de l'autre côté est prévenu, ils ont tous les papiers. Là, on va à Caen, tout confort. Pour visiter, prendre des photos, regarder un petit peu essayer d'estimer combien les travaux. Et ce qui est très important, tiens, on fait voir le papier là-bas. Ce qui est très important aussi les amis, si vous voulez gagner du temps dans vos démarches, c'est que dès que vous avez fait une offre, que c'est accepté, c'est de prévenir votre notaire et avoir un conseiller bancaire avec qui vous avez de bons rapports. Et je dis ça à tous les marlous qui sont là, ils se disent ouais moi je vais acheter un appart. Et les gars, commencez déjà par avoir des comptes propres. C'est-à-dire que si tous les mois vous finissez à moins 100 €, il n'y a pas moyen que votre banque elle vous fasse confiance. Moi aujourd'hui ma banque elle me fait confiance, pourquoi? Parce que j'ai de l'épargne, même si c'est pas énorme, même si vous avez que 5000 € d'épargne. En tout cas si votre banque elle voit que vous êtes quelqu'un de sérieux, s'il y a de l'argent stocké, si tous les mois vous avez votre salaire qui tombe, clac, vous prenez 500 €, vous les mettez de côté, si vous payez vos factures à temps, s'il n'y a pas des trucs chelous qui se passent sur votre compte, bah, c'est bien, vous avez des bons rapports avec votre banque. Gardez votre conseiller et parce que ça va être un allié. Moi j'ai fait quoi? J'ai su que l'offre était acceptée, bim, je suis allé voir ma banque qui m'a fait un plan de financement et donc moi je peux montrer ça dès aujourd'hui au mec qui va me faire visiter l'appart. Regardez, bim, voilà, on emprunte 700 € de mensualité par mois pour un appartement qui potentiellement va nous rapporter 2000 € par mois. Hein, je rappelle que c'est un 3 pièces, il fait combien de mètres carrés? 100 mètres carrés. C'est un 3 pièces, sauf qu'on peut le transformer en 5 pièces. C'est ça qui est super intéressant dans le game, c'est que là, on va louer 5 chambres à 400 € pour 700 € de crédit par mois. Donc c'est super intéressant. Donc voilà, en tout cas, faites attention, ayez des bons rapports avec votre conseiller et faites vos démarches, prenez de l'avance. C'est-à-dire que dès que vous avez fait une offre, que c'est accepté, bim, prenez votre notaire, vous prenez votre conseiller, il vous voit en rendez-vous, et clac, il vous délivre un papier, comme ça on gagne du temps. Parfait. C'est bon. C'est parti. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Yo. Ça va. Bonjour. Ok, donc je vais vous montrer, on est sur un 3 pièces là, on a une première chambre ici, des petites chambres d'une dizaine de mètres carrés, une deuxième chambre ici, ok, avec une espèce de placard dégueulasse pour cacher quelqu'un, et on a une troisième chambre ici, petite spécificité, voilà, donc on a 3 chambres, plus on a cette salle de bain. Alors, cette salle de bain qui est très kitsch avec son bidet, je sais pas ce que c'est que ces trucs ça doit rester une salle de bain, ça reste une salle de bain, les 3 chambres restent 3 chambres et là on a une grosse cuisine, elle me fait délirer cette cuisine, regardez, ça c'est génial, un meuble comme ça on en trouve nulle part, non mais ça c'est excellent, c'est excellent. Donc ce qui est génial c'est qu'on a une fenêtre ici, en fait ce qui va se passer c'est que cette cloison là elle va être abattue, donc là quand on regarde de dehors, en fait, on va faire sauter cette cloison. Ça va devenir une cuisine ouverte. On gagne la place du couloir. Les chambres, elles restent à leur place. Ici, au fond de cette cuisine, on a une pièce qui va se transformer en mini salle de bain. Donc là, il va falloir... voilà, ça c'est vraiment la pièce où il n'y a rien de fait, tout est à faire. Il va falloir créer une douche là-dedans. Éventuellement des WC s'il y a la place ou une machine à laver. Donc on va avoir une mini salle de bain qui va être là. On va avoir la cuisine qui va être ouverte. On peut imaginer que là on peut mettre une sorte de gros îlot central. Les 3 chambres restent les 3 chambres. Et là on arrive sur la pièce intéressante, le salon. Regardez, on ouvre ça, c'est comme dans Titanic. Un grand salon de 30 mètres carrés donc qui donne sur la rue. On est au premier étage.
Et c'est super beau, donc le parquet est sympa. D'ailleurs, le parquet c'est le même dans tout l'appart, c'est le même dans les chambres en dessous de moquette. Qu'est-ce qui va se passer? Là, on va faire une chambre, on va cloisonner ici. Ça va rester un salon, et là il y a une deuxième chambre à faire. Pareil, même chose, on va cloisonner de là à ici. Donc voilà, il va rester un petit salon au milieu, mais bon, c'est ouvert sur la grande cuisine. Ça va, c'est pour faire de la colocation. Ah, petite chose que j'ai oublié, voilà, des WC qui sont ici. Donc c'est bon, au final on aura quoi? On aura un grand appartement 200 mètres carrés avec 5 chambres, avec une grande cuisine ouverte, avec une salle de bain, avec une mini salle de bain, avec des WC, et puis il reste une espèce de petit placard ici, voilà, petit placard dans l'entrée. Ah, si, un truc intéressant, quand on regarde là, panneau électrique, ça c'est du récent, il n'y a rien à faire. Donc en fait, si je résume bien, les travaux qui sont importants dans ce bien là, c'est quoi? C'est les pièces d'eau, salle de bain, cuisine. Quoique la cuisine, il n'y a pas grand chose à faire, on va essayer de laisser ça en l'état, on essaye de faire le moins possible. On va juste revoir l'équipement de la cuisine. Je pense qu'on va garder le gros meuble parce qu'il est super joli, le gros meuble en inox avec l'espèce de gros meuble des années 80. Les cloisons à créer dans le salon pour fermer les 2 chambres. La cloison de la cuisine à abattre, et ça il vaut mieux le faire. Donc voilà, les deux salles de bain, cloison à abattre, cloison à créer, et puis bah après c'est que de la finition en fait. Ça va être repeindre, entoiler peut-être les chambres, on va regarder comment c'est quoi. C'est de la tapisserie, là on s'emmerde pas, c'est pour faire de la colocation, on arrache la tapisserie, c'est vraiment un bel appart. On a en plus une belle hauteur sous plafond et je touche pas, donc on est au moins à on est au moins à 2,50 m je pense. Et ouais, si on regarde dans les chambres, là, on a une moquette. Je sais pas si on peut soulever. Je sais qu'il y a une pièce dans laquelle on pouvait le faire. Tac, 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 tac. Tiens. Ici. Et on a le même parquet. Bon, il est juste un peu abîmé. Il y a un peu de colle à moquette, mais rien de très compliqué. Je pense que voilà, c'est quelque chose qui est jouable en 1 mois de travaux. Je vous rappelle qu'on est à 143 000 pour un 100 mètres carrés. On est vraiment au centre de Caen. On a la faculté qui est juste à côté. Là, on a le château qui est juste derrière. C'est vraiment en plein centre de Caen et c'est parfait pour des étudiants. Moi, je sais que j'ai étudié à Caen. J'aurais rêvé pouvoir habiter ici. Et je pense que les étudiants qui vont habiter là vont vraiment se plaire. Vous ciblez votre zone de recherche. Ensuite, si c'est votre première acquisition, prenez un petit peu le temps et mettez en place tout de suite cette routine d'aller tous les jours, hein, je dis bien tous les jours, tous les matins, vous allez aller voir les différents sites qui proposent des annonces d'appartements. Vous pouvez lire la presse, vous pouvez regarder directement sur les sites d'agence, vous pouvez les voir bien sûr sur Se Loger, et vous allez commencer à regarder un petit peu ce qui est proposé à la fois à la location, à la fois à la vente, pour vous faire vraiment une idée. C'est-à-dire que dans votre tête, vous devez être capable de dire ça c'est intéressant, ça n'est pas intéressant, ça c'est cher pour le quartier, ça c'est pas cher pour le quartier. Et ça, pour ça, il va vous falloir non seulement connaître le quartier, mais un petit peu explorer les annonces du quartier afin de vous faire une idée, et que quand vous allez voir un bien, parce que vous en avez vu défiler déjà 50, 100, 200, paf, ça va vous sauter au nez, vous dire waouh, ça pour 20 mètres carrés c'est vraiment pas cher, c'est le moins cher que ce que j'ai vu, et automatiquement ça va aller vite chez vous. Donc vous devez vous familiariser avec ça, et de toute façon c'est une routine qu'il faut mettre en place, puisque une bonne affaire, par définition, ça ne reste pas longtemps sur le marché. Les bonnes affaires, elles ont tout de suite des offres, et elles ont un temps de proposition qui est très faible. Ça va partir en moins d'1 semaine. Pour une ville comme Paris, ça va partir en 1 journée, 2 journées. Je vais y revenir, mais ça va aller très vite. Donc c'est la raison pour laquelle vous devez faire ça chaque matin. Installer des filtres, si vous le pouvez, des alertes automatiques qui vont vous envoyer par email les nouveaux biens qui sont à vendre. En tout cas, même si vous avez ça, vous devez quand même, parce que parfois les mails partent avec un certain temps de latence, vous devez mettre en place cette routine tous les matins. Quand vous buvez votre café, quand vous allez au travail, dans les transports, vous regardez les nouvelles annonces et vous regardez ce qui sort. Dans un premier temps pour vous familiariser, et ensuite pour tout de suite repérer une bonne affaire et être le premier sur le coup. Ce qui m'amène au conseil suivant: quand vous trouvez quelque chose d'intéressant, et
quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose vraiment, regardez donc vous connaissez la zone de recherche, vous savez un petit peu combien ça se loue, combien ça se vend, et bien vous allez tout simplement regarder le prix de vente au mètre carré. Il doit déjà être plus bas que les différentes annonces. Votre prix au mètre carré, c'est vraiment le critère. Le critère, c'est pas, dans un premier temps, ne cherchez pas à savoir est-ce que c'est bien exposé, est-ce qu'il y a du vis-à-vis, est-ce que il y a un ascenseur, pas d'ascenseur. Non, dans un premier temps, vous regardez le prix au mètre carré. Ça, c'est surtout dans des grandes villes comme Lyon, Paris, dans ces villes-là, c'est vraiment la première valeur que vous voulez regarder. Ensuite, tout ce qui va venir enrichir le bien, ça vient dans un deuxième temps, c'est du bonus. Mais ce que vous devez vous acheter du mètre carré. Donc, ce qui est important, c'est d'avoir un prix au mètre carré bas. Et quand vous avez un appartement avec un prix au mètre carré bas, immédiatement vous appelez et immédiatement vous allez faire une visite. Parce que tous les appartements qu'on a eu, je dis bien tous les appartements qu'on a eu, les 5 appartements, l'annonce a été postée, on a trouvé l'annonce le jour même, voire le lendemain, mais ça s'est vraiment passé dans une fourchette de 48 heures, hein, ça a toujours été sur le même mode opératoire. L'annonce est postée, dans les 24-48 heures, on fait la visite et immédiatement l'offre est faite. Hein, c'est immédiat, il n'y a pas le temps de rentrer chez soi, de réfléchir, d'appeler sa famille, d'appeler ses copains pour savoir si c'est une bonne affaire ou pas. C'est pour ça que vous devez vous entraîner avant, pour être aiguisé, pour être prêt, pour être vif, pour le jour où vous arrivez sur la bonne affaire, tout de suite, l'agent immobilier, la personne qui vous fait visiter, voit qu'elle a affaire à quelqu'un qui connaît son domaine et qui n'est pas comme ça en train d'hésiter, de gamberger, qui n'est pas quelqu'un qui va vous faire une offre dans le vent. Je reconnais la bonne affaire et immédiatement je fais ma visite et je bloque le bien pour être le premier sur le coup, hein, parce qu'il va être visité X fois dans la journée, vous allez peut-être avoir 20, 30, 40 personnes, donc il faut vraiment être le premier à se positionner, c'est hyper important et c'est comme ça que vous allez décrocher l'appartement, en le bloquant immédiatement et en faisant une offre. Cette offre, vous n'allez pas la faire au prix, c'est très important parce qu'une bonne affaire c'est déjà un appartement qui sort du lot, qui va se trouver dans une fourchette basse et en plus de ça vous allez tirer les prix, vous allez, en tout cas ce sera pas toujours possible, mais vous allez toujours essayer de tirer les prix. Même chose sur les 5 appartements et plus l'appartement dans lequel mon habitation principale. Sur tous ces appartements, les prix ont été tirés, même si ça n'était pas très important, même si vous ne pouvez tirer que de, je sais pas, je vais vous donner un exemple. Le premier studio que nous avons acheté, on l'a eu à 96 000, je crois que l'annonce était à 101 000 ou 102 000, donc on n'a pas tiré énormément sur les prix, mais sur cet appartement de 100 mètres carrés, l'annonce initiale était à, si je ne dis pas de bêtises, à 170 000. Nous avons fait une offre et nous avons eu ce bien à 143 000. Donc vous voyez qu'il y a une marge de manœuvre et cette marge de manœuvre, vous devez aller la chercher. Sachez une chose, le prix qui est affiché sur l'annonce, ça n'est pas si vous voulez, c'est pas le prix réel du bien. Le prix réel du bien, le prix auquel le vendeur est prêt à céder, il est toujours inférieur au prix qui est affiché. Ce prix est légèrement gonflé, d'une part pour le propriétaire vendeur, afin qu'il puisse faire une plus-value, il va essayer d'augmenter sa plus-value, et également il y a un deuxième endroit où on peut rogner, c'est sur les frais d'agence. Et là il y a aussi de l'argent à aller chercher parce que l'agence veut prendre sa commission, c'est normal, mais cette commission, parfois, il y a un montant qui est aberrant. Là, je vous donne un exemple. Sur cet appartement, il était dans 2 agences différentes. Une agence qui avait 6 ou 7 000 de frais d'agence, et nous, l'agence dans laquelle on l'a eu, n'avait que 3 000 euros. Donc, vous voyez, la différence, c'est énorme. Hein, on a une différence de 4 000 euros à aller chercher comme ça. Donc c'est important, c'est une question que vous pouvez poser également, d'essayer de faire jouer la concurrence, voir si l'appartement est posé dans plusieurs agences. Mais en tous les cas, vous devez impérativement négocier. Vous ne devez pas arriver en disant « Waouh, c'est génial !» Regardez, faites votre visite, ne vous extasiez pas, restez, si vous voulez, c'est un peu comme au poker, vous devez rester le plus neutre possible. Vous ne devez pas montrer vos émotions, même si vous êtes à l'intérieur, vous êtes chaud bouillant, vous êtes sur une bonne affaire, vous dites « Ça, c'est pour moi, ça, c'est mon premier appart, c'est celui que je vais acheter. » Non, ne montrez pas ça, restez de marbre, faites le tour et regardez les points sur lesquels vous allez négocier. Bon, alors ça m'intéresse, mais, vous voyez, c'est ça qui est important, c'est ça m'intéresse, mais, et donc faites la liste de toutes les choses qui, à vos yeux, font baisser la valeur du bien.
pas d'ascenseur, un vis-à-vis, pas de lumière, etc. Ah, là il y a la voie de tram qui passe juste à côté. Vous allez tout mettre dans... Ah, il n'y a pas de cave. Vous pouvez mettre tous... Enfin, vous allez mettre le plus possible dans la balance pour argumenter pourquoi, voilà, moi je vous fais cette offre, elle est sérieuse et elle est argumentée. C'est important, c'est pas de dire, on n'est pas au souk, c'est pas j'arrive en disant, ah, c'est combien, ok, alors on y va, on baisse, on baisse. Non, c'est pas ça, c'est je visite, poker face, je dis, ça m'intéresse, je veux cet appartement, maintenant le prix qui est demandé est trop important pour moi et je vais vous dire pourquoi, ça. Voilà, vous allez vous retrouver du coup dans un dialogue avec deux personnes qui vont se comprendre. Ah, je comprends pourquoi il veut négocier le prix, c'est logique, et parce que c'est logique, on va avoir beaucoup plus de chances d'avoir quelqu'un en face de nous qui comprend notre démarche, qui va être compréhensif. Si vous arrivez et que vous dites, ah non, 160, 100, 120, et on n'est pas en train de, comme ça, on n'est pas en train d'acheter des fruits et légumes, c'est vraiment quelque chose qui doit être argumenté. Alors ça, c'est ce que vous devez comprendre, parce que quand vous n'avez qu'une première visite, c'est-à-dire que vous allez pouvoir faire qu'une seule première offre, donc vous ne devez pas vous louper. Et là, là, si les choses se déroulent dans le sens que j'ai énoncé, vous êtes sur une chaîne qui est vraiment gagnante. Regardez les nouveaux biens tous les jours. On voit la bonne affaire en premier. On visite en premier. On regarde les points négatifs de l'appartement pour avoir un levier pour négocier. Et on fait une offre immédiatement. Ça va vous paraître complètement fou. Vous allez être en stress. Vous allez vous dire non, attendez, ça m'engage à quoi? Non. Vous pourrez toujours vous rétracter après, ne vous inquiétez pas, mais c'est très important que, en fait, si vous voulez, c'est quelque chose qui est logique. Vous vous êtes intéressé et vous le montrez. C'est un petit peu comme si vous rencontrez, je sais pas, l'homme ou la femme de votre vie, peu importe, mais vous n'allez pas dire, ok, oui, c'est un peu comme un coup de foudre. C'est-à-dire que vous n'allez pas dire, bon, attends, laisse-moi réfléchir pendant 2 mois et ensuite je te dis si oui ou non on peut sortir ensemble. Non, c'est quelque chose qui saute aux yeux, c'est quelque chose qui se fait tout de suite et votre démarche doit être cohérente. Donc, on prend les points négatifs, on fait levier, on négocie le plus possible. N'ayez pas peur, ce qui s'est passé bien souvent, n'ayez pas peur de faire une offre qui va être un peu trop basse. Alors, il faut quand même être cohérent, hein, si, je sais pas, on est dans Paris et que le mètre carré de l'appartement que vous voulez acheter est à, je sais pas, 7000, c'est certain que vous n'allez pas pouvoir faire une offre à 5000 le mètre carré, ça ne passera pas. À vous de viser ce qui vous paraît, voilà, quelque chose qui vous paraît raisonnable. Donc encore une fois, c'est pour ça qu'il est important de bien connaître le quartier, de savoir quelle est la valeur des biens, à combien ils partent. Vous pouvez aller regarder les ventes des notaires, à combien c'est parti réellement. Quand un appartement est vendu, que vous appelez, que vous êtes arrivé trop tard et qu'il est déjà parti, demandez à combien il est parti. Vous devez vraiment vous faire une idée du prix réel et non pas du prix affiché, afin de pouvoir négocier au plus juste de la valeur. Si vous êtes un tout petit peu en dessous, il faut être un petit peu en dessous. Le vendeur ou l'agent ne va, voilà, le propriétaire va se dire, bon, on a quand même quelqu'un de sérieux parce qu'on n'est pas loin du bon prix. Il va peut-être vous demander de remonter un tout petit peu plus, mais ça, c'est pas grave. Vous avez fait votre offre, il va y avoir une contre-offre derrière, mais l'important, c'est que ce soit engagé et que l'appartement soit bloqué. Après, que ce soit que vous soyez sur 1000 ou 2000 euros, peut-être que le prix va remonter un tout petit peu par rapport à l'offre que vous avez fait et que vous allez devoir, hop, vous également vous aligner, mais au final, vous avez énormément à aller chercher. Ça, c'est vraiment le gros levier que vous avez, c'est vous pouvez gagner. Je sais pas, nous sur des studios, on a fait baisser le prix de parfois près de 10 000 euros. Là, ici, on fait baisser le prix énormément. On est sur du plus de 20 000 euros. Il y a vraiment de l'argent à aller chercher. Et votre bonne affaire n'est totale que quand vous avez fait ce travail. Donc, encore une fois, n'arrivez pas à la visite. Waouh, c'est bon, je le veux, je signe au prix. Là, vous êtes en train de faire une grosse erreur et finalement, vous n'allez pas arriver à votre objectif qui est de gagner automatiquement, finalement, d'avoir une bonne affaire entre les mains. Il y a beaucoup de gens comme ça qui sont tombés sur ce qui aurait pu être une excellente affaire, puis finalement qui font une opération blanche, ils ont un truc à l'équilibre, alors qu'en réalité, ils avaient entre les mains le potentiel d'une bonne affaire. Et parfois, vous allez essayer, parfois ça ne marchera pas. Mais vous devez toujours vous dire, c'est pas grave, vous allez essayer au prochain. L'important, c'est d'avoir votre mode opératoire, celui que je vous ai énoncé, et de vous y fier parce que c'est quelque chose qui marche, nous c'est quelque chose qui marche pour nous, donc on suit notre mode opératoire et on sait que c'est un petit peu comme un filtre, c'est un peu comme un tamis, vous voyez, qui va nous permettre de ne garder que les bonnes affaires. Donc au final, ces petites habitudes, ces techniques, cette façon de faire fait que vous n'allez vous retrouver qu'avec des bonnes affaires. Et si
finalement l'offre n'est pas acceptée, eh bien tant pis, c'est que vous auriez été sur une mauvaise affaire. Donc il faut visiter beaucoup d'appartements, faire beaucoup d'offres, et vous n'allez peut-être n'en trouver qu'un ou deux par an, mais ça sera à 100% des bonnes affaires. Et croyez-moi, des bonnes affaires, il y en a tout le temps. Là ici c'est une succession, les gens sont pas tellement impliqués, ils ont envie de se débarrasser de ça pour ensuite se répartir l'argent. Parfois il va y avoir aussi, et vous devez tomber sur la personne qui est pressée de vendre également, en tout cas qui n'a pas un grand intérêt et qui n'a pas tout le temps devant elle. En fait, en réalité c'est ça. Une personne à Paris qui vend un appartement, qui a tout le temps devant lui, il va attendre de trouver la personne qui va être prête à acheter au prix. Et vous voulez tomber sur le vendeur qui est pressé de vendre, qui n'est pas en train de se dire à 5 000 euros, 10 000 euros près. Il veut vendre, c'est tout de suite ses vêtements parce que la ville l'appelle ailleurs, parce qu'il a d'autres projets, parce qu'il a besoin de cash. Et ça s'est passé comme ça. Souvent, nous, c'était soit des successions, soit des gens qui étaient pressés de vendre parce qu'ils avaient besoin d'argent. Notamment mon premier appartement que j'ai acheté au canal Saint-Martin, rue de la Grange-Belle à Paris, vraiment au bord du canal, était, je vais pas vous dire de bêtises, il était affiché à 230 000, il est parti à 205 000 parce que c'est une personne qui, c'était un étranger qui était déjà reparti en Hongrie ou en Estonie, enfin je ne sais plus exactement, en tout cas dans les pays de l'Est. Il avait des dettes, il avait des choses à payer, la France, enfin en tout cas déjà la copropriété lui demandait de l'argent, la France lui demandait de l'argent, bon, bref, il avait besoin de vendre, il était qu'il vende à deux. La question n'était pas à combien je vends, c'est il me faut tout de suite maintenant au moins 200 000 euros, donc il était prêt à descendre. Donc voilà. Vous allez chercher justement ces vendeurs-là et vous n'allez pas vous intéresser aux vendeurs. Posez toujours la question à la personne qui vous fait visiter, à l'agent. Demandez-lui pourquoi la personne vend. C'est une question qui doit faire partie de votre liste de questions lorsque vous visitez. Parlons d'une chose maintenant qui est très importante, c'est la configuration de l'appartement. Et pour moi, ça fait partie de l'étape de prospection. Vous avez trouvé l'appartement, ok, le prix au mètre carré, il est bien, ok, mais alors, quelle est la configuration de cet appart? Parce que d'un appart à l'autre, avec la même surface, il y en a un qui va avoir une bonne configuration, qui va pouvoir nous permettre de faire une chambre ou deux chambres de plus, et l'autre qui ne va pas nous le permettre. Donc vous voyez, encore une fois, ça joue directement sur la rentabilité de notre mètre carré. Donc dans cet appartement, on a une toute petite perte de place en entrée. Ça, c'est très important, parce que ça, c'est toujours du mètre carré qui sert à rien et qu'on paye quand même. Mais on a une chose très intéressante tout de suite, c'est qu'on a des WC. On a des WC qui sont séparés. WC séparé égale, je peux quand même utiliser une salle de bain. Et attention, c'est une première chose à voir ça. Et donc, vous devez faire attention à ça quand vous visitez votre appartement, parce que pour faire un WC, il faut une colonne d'évacuation, d'accord? Et vous voyez déjà le diamètre de la colonne, est-ce que ça va le permettre? Ah bah non, il faut mettre un sanibroyeur, mais moi je vous le dis tout de suite, mettre un sanibroyeur dans une colocation, c'est une très très mauvaise idée. Autant avec une seule personne dans un appartement, vous risquez d'avoir une petite panne de sanibroyeur tous les 2 ans, mais là, si vous mettez 5 personnes sur un sanibroyeur, vous allez pouvoir prendre un abonnement chez un plombier et ça va vous coûter très cher. Donc là, très intéressant, des WC séparés. Chose importante à vérifier quand vous faites votre visite. Et donc, est-ce que, si c'est pas le cas, est-ce qu'ils sont quand même séparables? Est-ce que l'emplacement de ma colonne d'évacuation me permet de faire ces WC séparés? Ensuite, on arrive dans une sorte de... Alors, on a une énorme cuisine avec un couloir qui longe la cuisine et les différentes chambres et la salle de bain et le séjour donnent sur ce couloir qui est en fait le prolongement de l'entrée. Et donc, on a une superbe perte de place dans ce couloir qui ne sert à rien si ce n'est à se balader dans l'appartement. On ne peut rien y faire. Mais point très important, c'est que ce couloir, il est collé à la cuisine et qu'on n'a pas de mur porteur entre les deux. C'est une simple cloison. Donc, regardez, en fait, si on regarde l'appartement, qu'est-ce qui se passe ici? Ce qui est très intéressant, c'est que on a une configuration où on a un espace de vie à peu près central. Et on va avoir les chambres qui vont être disposées autour de cet espace de vie. Donc ça, c'est vraiment le top. En fait, c'est typiquement la config qu'on voit dans les appartements quand vous allez dans des villes. Je pense notamment à New York. Je suis allé beaucoup de fois à New York et on voit ça dans tous les appartements. Et beaucoup d'étudiants vont louer dans ce genre d'appart. C'est grosse pièce de vie, salon, cuisine. Et on a les appartements qui sont disposés autour. Donc du coup, on n'a pas cette notion de couloir, d'entrée, de perte de place. Et nous, qu'est-ce qu'on a fait ? Eh bien, on est allé encore plus loin dans cette logique-là d'espace de vie central avec les chambres autour, puisque on a utilisé donc le séjour
et qui est quand même un séjour qui est vraiment immense. Et donc on a eu la possibilité de rajouter 2 chambres supplémentaires, une qui vient se mettre ici et une autre qui vient se mettre ici, donc dans le séjour. Et ce qui fait qu'en fait, on a toujours la partie du milieu qui vient prolonger l'espace de vie. Donc voilà, moi c'est ça que je vous conseille de faire, c'est d'essayer de trouver un appartement où ce genre de configuration est possible. On a envie que voilà, notre cuisine elle soit au centre de l'appart, notre cuisine, notre salon, et d'avoir toutes les chambres qui vont être autour. On n'a pas envie d'avoir des couloirs. Alors parfois ça va pas se présenter comme ça, mais vous regardez comment sont localisés les murs porteurs. Hein. Nous on a abattu une cloison, on a créé d'autres cloisons. Ça c'est tout à fait normal dans vos travaux. Faut absolument pas avoir peur de faire ce genre de choses, parce que justement abattre un mur c'est très rapide, mais si ça vous permet de créer, de complètement changer la configuration de l'appartement et d'y mettre des chambres supplémentaires, c'est justement ça qu'on veut faire. Hein. C'est créer trouver un appartement. Et on n'a pas envie de le garder tel qu'il est. On a envie de rajouter de la chambre. On a envie de mettre le maximum de personnes dans notre espace, tout en gardant, on va dire, un lieu de vie qui reste assez agréable. Donc voilà, pour moi, le meilleur, c'est ça. C'est tout autour d'un espace de vie commun. Maintenant vient la question importante de la salle de bain. J'ai commencé à en parler avec les WC, donc c'est bien d'avoir des WC séparés. Maintenant, on a une salle de bain, nous, dans cet appartement, qui est une salle de bain, on va dire, de taille normale, avec une baignoire. Et on a par contre une autre pièce qui donne sur la cuisine et qui est à côté de la salle de bain, qui elle est une sorte de buanderie. Je suppose qu'avant il y avait des machines à laver là-dedans, enfin machines à laver, sèche-linge, etc., etc. Et ce qu'on a fait, toujours pour rendre cet appartement utilisable pour 5 colocataires, on a utilisé cet espace pour faire une deuxième salle de bain, pour faire une salle de bain d'appoint, qui est un peu plus petite que la salle de bain de base, mais il y a quand même une douche dedans, un lavabo, donc on peut aller prendre sa douche, on peut se laver les dents, etc., etc. Ça va éviter les problèmes d'encombrement dans la colocation. Tout ça, c'est important, hein. C'est ce qui fait que votre colocation va avoir du succès, en fait. Faut pas oublier que quand vous allez finir votre projet, que vous allez le proposer sur le marché à des étudiants, eh bien ils vont aller en voir plusieurs. Hein. Moi je l'ai fait, hein, vous l'avez sans doute fait aussi. On va sur les sites, on regarde colocation.fr, se loger, on regarde ce qu'il y a et on fait notre choix. Donc il faut que votre proposition finale elle soit quand même très attractive. Il faut que le prix qu'est-ce que j'ai pour le prix que je vais payer? Hein, nous, on a nos colocataires qui vont payer leur chambre autour de 400 €. Pourquoi ils vont retenir mon appartement? Il y a justement cette notion de confort et de salle de bain en plus. Donc on va voir tout au long de cette formation qu'il y a plein de choses que vous pouvez faire pour rendre votre appartement plus attractif. Mais les choses de base, et ça se décide dès la prospection puisque ça rentre dans la faisabilité du projet. C'est voilà, comment est ventilé mon appart, comment il est configuré. Est-ce que, parce que je vous le dis tout de suite, hein, une salle de bain pour 5 personnes, moi étudiant je vais pas là-dedans, c'est pas possible, non, parce que tout le monde va se préparer à la même heure le matin, ça va être un bordel, donc on n'a pas envie de faire ça. Alors bien sûr du coup, parce qu'on a envie que notre appartement il reste très attractif, on va pas aller dans une logique de je rajoute plein de chambres, parce que du coup voilà, on va perdre de l'attractivité. Donc il faut bien faire attention à ça. Combien de chambres je mets pour combien d'espace? Là on est sur du 100 mètres carrés, on a 5 chambres, mais on a un espace qui est vraiment optimisé. Peut-être que vous allez trouver un appartement qui va être peut-être même on va dire 110 mètres carrés, mais qui ne vous permettra pas de mettre 5 chambres. C'est possible hein, selon la façon dont l'appartement est dessiné. Donc il faut vraiment bien faire attention. Au final, certes, on veut mettre un maximum de chambres, mais en même temps, on veut que notre appartement, les gens aient envie de vivre dedans et que s'ils prennent une chambre une année, eh bien, ils restent pour l'année suivante. Je vais vous donner d'autres informations sur cet appartement qui fait que c'est un appartement très intéressant. Déjà, il est situé à une centaine de mètres à pied de la faculté. Ça, c'est vraiment un gros point positif. Et ça va vraiment compter énormément pour les étudiants, très proches de la faculté ou en tout cas très proches d'un arrêt de tram, ce qui fait que même si les personnes qui habitent dedans sont pas sur ce campus-là et qui vont dans une autre école ou un autre campus, ils ont quand même la ligne de tram qui passe juste à côté. Donc ça fait un appartement qui fait gagner du temps à ses occupants. Ça c'est une première chose qui est très importante. Moi je vous l'ai dit, quand j'étais étudiant, je devais prendre le tram, c'était très long, c'était très chiant, je perdais 1h30 dans ma journée, personne n'a envie de ça. Donc essayez de trouver un appartement qui est le plus proche
possible d'un gros foyer d'étudiants. Ce qui est en plus hyper intéressant, c'est que vous allez pouvoir aller prospecter directement dans l'université. Hein. On pense toujours à mettre les annonces sur Internet, mais au final, faut pas oublier les bonnes vieilles méthodes, une feuille, une punaise ou du boule-tac, et vous allez coller ça dans les différents lieux qui sont prévus à cet effet. Deuxième petit détail que je peux vous donner sur cet appartement, c'est qu'il est au premier étage. Il est pas au rez-de-chaussée, il est au premier. Alors souvent les gens ne sont pas du tout intéressés par les rez-de-chaussée, ils ont plutôt envie d'habiter 4e, 5e, 6e. Pourquoi ? Parce qu'il y a moins de bruit, on est tranquille, on a une vue dégagée, on a un ensoleillement. Après voilà, ça c'est ce qui va m'intéresser moi quand je vais chercher un appartement à louer à Paris. J'ai pas envie d'habiter au premier étage. Maintenant, l'appartement, on va le louer à des étudiants. Les étudiants, ils sont toujours dehors, ou alors ils font des soirées chez eux, ça rentre, ça sort, ils vont monter les escaliers avec des packs de bière. Je pense que c'est pas un critère qui va forcément être très important pour eux. Par contre, c'est un critère qui, moi, va faire baisser mon prix au mètre carré. Donc ça, c'est intéressant pour moi. Mes étudiants qui sont dans l'appartement ne voient pas ça comme un défaut, et en plus, j'ai mon prix qui baisse. Donc pour moi, c'est tout bénef. Faut pas oublier une chose, quand vous préparez un appartement pour quelqu'un, c'est que cet appartement, il est pas pour vous. Et vous n'allez pas pouvoir appliquer vos critères. Ça, c'est une erreur que font plein de gens dans l'immobilier. Moi, je vois ça même dans mes cercles de connaissances, des amis qui vont acheter un appart pour le louer. Ils vont absolument vouloir le rénover comme eux, ils aimeraient. Mais c'est pas pour vous, l'appartement. Donc, en fait, ce qui est important, ce sont les besoins de la personne qui va louer l'appartement. Vous devez bien vous mettre ça dans la tête et vous devez vous dire, moi, quand j'étais étudiant, quel appartement j'ai préféré? Pourquoi? Qu'est-ce que je cherchais quand j'étais dans cette ville? C'est ça la question que je me pose moi quand je vais chercher un appartement pour un étudiant. Parlons maintenant de la partie qui fâche, le financement. Et avant de vous dire comment on a financé ce bien et comment je vais trouver une banque, comment je vais trouver le financement de mon bien, parlons de vous et de votre argent. Hein, ça c'est le sujet qui fâche, mais avant de vous lancer dans l'immobilier, vous devez être clean, vous devez être propre, vous devez être en ordre, vos affaires doivent être en ordre. C'est-à-dire que si je donne à n'importe quel banquier vos relevés de compte, toute votre situation financière, voilà, qu'est-ce que vous dépensez par mois, etc. Si je donne ça à n'importe quel banquier, il doit regarder, il doit se dire, oui, je prête de l'argent à cette personne. Je lui prête de l'argent, cette personne elle est solide. Donc si aujourd'hui c'est pas le cas, si vous n'êtes pas solide, et c'est quoi quelqu'un qui est pas solide? C'est quelqu'un qui finit le mois à découvert. Hein. Si les 6 derniers mois vous n'avez pas été dans le positif et vous n'avez pas été en mesure de mettre de l'argent de côté, vous pouvez mettre stop tout de suite. Cette formation, vous n'êtes pas prêt pour la suivre, vous devez aller remettre de l'ordre chez vous et ensuite vous revenez là. Donc on va vraiment avoir quelque chose à présenter qui va être exemplaire. Je veux systématiquement finir mon mois en positif. Et je veux systématiquement mettre de l'argent de côté. C'est pas grave si vous mettez pas 4000 € de côté par mois. C'est pas grave si vous mettez que 100, 200 ou 300 € de côté par mois, mais c'est la façon dont vous gérez votre argent qui est importante. Donc, j'ai mon salaire qui tombe, clac, je prends 200, 300, 400, 600 selon vos revenus, je prends tant d'argent de côté, je le mets de côté sur un compte. Ce compte, il ne bouge jamais. Je suis jamais obligé d'aller piquer dedans parce que j'ai mal géré mon argent. Je suis jamais obligé d'aller piquer dedans pour aller acheter une console de jeu ou aller acheter un week-end à Ibiza, pour aller acheter de la drogue ou de l'alcool. Ce compte, il y a que de l'argent qui rentre. C'est ça qu'il doit voir le banquier. Il voit un compte, peu importe le montant qui est dessus, mais il voit que depuis très longtemps, tac, 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 systématiquement, il y a un montant d'argent qui rentre et ça ne bouge pas. Ok, et après, on a envie quand même d'être relativement propre dans notre façon d'utiliser notre argent, si vous voulez, de pas faire trop de dépenses qui sont complètement déraisonnables. On a envie d'avoir quelqu'un de stable. Moi, j'ai pas envie de prêter de l'argent à quelqu'un qui est là, qui a des mois où il n'y a pas d'argent, des mois où il a de l'argent, puis des fois il fait des achats, on sait pas ce que c'est des achats à 3000 €, on sait pas, où il fait des débits en cash. Vous devez essayer vraiment de montrer patte blanche à votre banquier. Ça, c'est la première étape. Est-ce que vous avez besoin d'avoir beaucoup d'argent de côté? Ça, c'est une idée reçue qu'on a, à savoir que pour investir dans l'immobilier, il faut absolument avoir un apport complètement dingue, avoir 30, 40 ou 50 000 € de côté. En réalité, non. Vous n'avez pas besoin d'avoir énormément d'argent de côté. On va d'ailleurs essayer d'utiliser le moins possible votre argent. C'est pas votre argent que vous avez envie de faire travailler là-dessus. Hein, c'est l'argent des gens qui vont être dans l'appartement, qui vont payer chaque mois leur loyer, ce qui va venir rembourser votre crédit. Donc, vous allez essayer d'emprunter un maximum. On a envie d'emprunter donc le montant de l'appartement. On a envie d'emprunter, c'est ce qu'on a fait ici, un certain montant pour les travaux.
on a envie d'emprunter, si on peut le faire, ce sera pas toujours possible, mais d'emprunter également les frais de notaire, les frais d'agence, etc. Hein, si vous pouvez tout emprunter, c'est vraiment le meilleur scénario possible. Nous, sur ce projet, on a mis 11 500 d'apport, donc 11 500 qui viennent de notre poche, qu'il faut ensuite rediviser par 2. Donc quand on remet sur une personne, c'est pas un apport vraiment dingue. Et si vous le pouvez, encore une fois, essayez de ne pas injecter cet argent. Il va donc falloir se trouver une banque maintenant. La plupart des gens, ils vont demander à la banque dans laquelle ils sont, hein, la banque qui me fait confiance. Ouais, mais la banque qui te fait confiance, peut-être qu'elle a aussi envie de se tirer la plus grosse marge possible. Et d'ailleurs, les banques jouent là-dessus. Il faut pas hésiter à challenger les banques entre elles. Et moi, j'ai réussi dans l'immobilier justement en changeant de banque. Hein. N'allez pas penser que la banque, voilà, vous êtes obligé de rester dans la banque dans laquelle vous étiez enfant jusqu'à votre mort. Non, pas du tout. Moi, j'ai déjà changé plusieurs fois de banque et c'est quelque chose qui va vraiment nous servir. Alors vous allez faire un maximum de dossiers. Je crois que pour cet appartement, si je dis pas de bêtises, j'ai mon courtier qui est allé voir plusieurs banques, on va dire 3 ou 4. Moi, j'ai demandé à ma banque actuelle et j'ai dû demander à 2 autres banques. Donc vous voyez, on est quand même plus proche de la dizaine de banques que les 2 ou 3 dossiers que les gens vont poser habituellement. Vous voulez un excellent deal, vous allez prospecter, vous allez mettre les banques en concurrence. C'est tout à fait normal, ça fait partie de votre travail, ça fait partie du travail de l'investisseur immobilier. Alors, on a donc envie d'aller voir les banques, mais on n'a pas envie d'aller les voir avec du vent, en leur disant oh, « regardez cette annonce, j'ai trouvé cette annonce, c'est bien ». Non, 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 non. On va aller voir une banque et on veut tout de suite que la banque comprenne qu'on est une personne sérieuse. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire qu'on présente le projet dans son ensemble. Une banque qui ne vous connaît pas, elle doit voir votre situation bancaire, elle doit voir vos revenus. En fait, vous devez faire un véritable dossier sur vous, hein, votre revenu, combien vous payez d'impôts, les différents extraits de vos... La banque que vous allez voir ne doit rien avoir à vous demander. Pourquoi? Parce que ça montre que vous savez ce que vous êtes en train de faire. Plus vous allez arriver et plus vous allez être complet, plus la banque va se dire « Oh putain, c'est des bons ceux-là. » C'est des bons. Je veux aller avec ces mecs-là parce qu'ils vont faire un bon projet immobilier. Donc, vous allez mettre tous les documents possibles et imaginables sur vous, les 3 derniers bulletins de salaire, l'imposition, extrait de vos comptes, ce que vous avez de côté. Vous montrez tout. Vous montrez patte blanche. Et ça, c'est la partie qui vous concerne. Mais il y a la partie aussi qui concerne votre projet. Vous montrez l'appartement. Vous montrez un papier de l'agent immobilier qui vous a fait la visite, qui vous dit qu'à la location, ça peut valoir tant, hein. Vous le demandez, ça, une estimation de la valeur locative, demandez-le à l'agent immobilier. Vous allez montrer que votre appartement, il est inférieur au prix du marché. Bon, allez, sortez 2-3 annonces que vous allez chercher sur n'importe quel site qui montrent que justement, vous êtes dans une fourchette et que c'est une bonne affaire. Vous allez montrer combien vous allez louer les chambres, etc., etc. Genre, la banque à qui vous présentez, il doit comprendre en 2-3 coups d'œil en disant « Ah oui, c'est un bon investissement et je vais m'engager avec cette personne ». Et donc, comme je le disais, les banques, ce sont des entreprises comme les autres. Hein, elles ont besoin d'avoir des crédits. Hein, c'est comme ça qu'elles gagnent leur vie, parce que sur les intérêts que vous allez payer sur le crédit, donc elles ont besoin de vous, en fait, les banques. Les gens ont tendance à penser que c'est eux qui ont besoin des banques, mais vous devez changer votre état d'esprit. Hein, un entrepreneur, il pense de cette façon en disant « je rends un service à la banque en allant dans cette banque ». Ça va changer tout votre discours. Ouais, ça va changer votre façon de vous exprimer quand vous allez être face à votre peut-être futur banquier. Et donc, les banques, vous allez pouvoir les mettre en concurrence. Moi, je sais que j'ai mis les banques en concurrence sur ce projet immobilier-là pour avoir le meilleur deal possible. J'étais à la caisse d'épargne. La caisse d'épargne m'a pas fait quelque chose de très intéressant quand j'ai demandé de me faire la simulation, etc., etc. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir le Crédit Lyonnais. Et pourquoi j'ai signé au Crédit Lyonnais pour cet achat immobilier? Parce qu'en fait, j'ai fait une sorte de deal avec eux parce que les banques, en fait, elles ont envie d'acquérir des clients. Et si vous voulez, c'est une banque qui n'a pas de clients, c'est une entreprise qui n'a pas de clients. C'est exactement la même chose. Elles ont besoin de gens qui gagnent leur vie. Hein. Sinon, eux, les banques, elles ne fonctionnent pas. Et donc, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis passé de la caisse d'épargne au Crédit Lyonnais, et c'est cette acquisition de prospects qu'ils ont fait, en fait, ça leur a permis de me proposer un taux beaucoup plus intéressant. Donc il faut être prêt parfois comme ça à prendre ses affaires et déménager. Alors vous allez me dire, la banque d'avant, ils vont pas être contents, ils vont râler, etc., etc. Et j'ai envie de vous dire, on s'en fout.
On s'en fout. S'ils voulaient vous garder, ils avaient qu'à faire de meilleures propositions. N'hésitez pas à leur dire aux banquiers. Hein. C'est pas vos parents, ce sont pas des personnes qui font autorité, ce sont des gens comme vous, hein, qui vont au travail, qui ont des objectifs à la fin du mois. Donc, si jamais ils veulent vous garder, eh bien, passez-moi l'expression, ils se sortent les doigts et ils vous font une bonne proposition. Donc voilà, vous allez pouvoir comme ça parfois en jouant avec les banques, en disant bah non, moi j'ai ma banque qui m'a proposé tant, maintenant moi c'est un investissement qui m'intéresse énormément, j'ai envie d'avoir le meilleur deal possible, on m'a dit beaucoup de bien de vous, voilà, moi ce que je suis prêt à faire, je suis prêt à passer chez vous si vous arrivez à me faire une proposition intéressante. Allez-y, négociez, vous n'avez encore une fois absolument rien à perdre. Qu'est-ce que j'ai obtenu? On va prendre un petit peu les chiffres. Donc on a fait un emprunt de 151 000 euros. 151 000 euros. Je vous redis ce qu'il y a dans cet emprunt. Donc il y a le coût d'acquisition de l'appartement, donc 143 000, dont 3 000 euros de frais d'agence, 143 000, et on a 8 000 euros de travaux. 8 000 euros de travaux, je vais en reparler tout à l'heure dans la partie des travaux, mais c'est important. Encore une fois, on est toujours dans la logique de faire travailler l'argent, de faire travailler la banque et donc l'argent des gens qui vont louer l'appartement. J'ai pas envie de prendre mon argent à moi pour financer les travaux. Donc, on va essayer de mettre un maximum. Hein, à vous de trouver le bon curseur. Hein, vous allez estimer quels sont les loyers que vous allez obtenir de votre appartement. Donc, vous faites un petit fichier Excel, vous faites un calcul, vous allez voir les différents sites qui vous permettent de calculer des taux pour avoir quelque chose, parce que là, je veux pas vous parler de taux puisque quelqu'un va voir cette formation peut-être dans 1 an et ça risque de bouger un petit peu. Mais en tout cas, on a eu en tout cas un crédit très intéressant, 151 000 euros sur 25 ans. Et donc, voilà la donnée intéressante. Combien on rembourse chaque mois? On rembourse 728 euros. On rembourse 728 euros de mensualité de crédit. Et il faut pas oublier qu'on a des loyers qui nous rapportent 2050. Donc, vous voyez le gap entre ce que rapportent vos loyers et ce que vous devez rembourser. Il y a les charges, bien sûr, évidemment, et on va chercher toujours un appartement avec les charges les plus faibles possibles. On n'est pas sur des charges très élevées, c'est tout à fait raisonnable pour nous, mais vous voyez que c'est là qu'elle va se faire, votre marge, votre cash flow, il se fait à cet endroit-là. Donc, votre façon de négocier votre crédit entre en ligne de mire, combien vous allez emprunter pour les travaux, si vous mettez d'apport, si vous ne mettez pas d'apport, etc. C'est à cet endroit-là que ça se calcule. Choses qui sont très importantes de négocier, puisqu'encore une fois, vous êtes en train de signer un accord, donc vous avez un pouvoir, vous avez un levier. Hein. La banque, encore une fois, c'est elle qui gagne à vous recevoir. Donc, qu'est-ce que vous allez chercher à négocier dans votre deal? Alors, on veut avoir bien sûr le meilleur taux possible, ça c'est certain. Maintenant, il y a d'autres choses que vous pouvez rajouter là-dedans. Première chose, c'est le remboursement anticipé de votre crédit sans frais. Si un jour, vous avez besoin de tout rembourser, par exemple, je sais pas, vous vendez l'appartement dans X années, ou alors à un moment donné, vous avez une énorme rentrée d'argent parce que vous avez gagné au loto ou votre grand-mère vous a filé un héritage, eh bien, vous allez peut-être avoir envie, même si encore une fois, c'est pas forcément une bonne idée, mais bon, sait-on jamais. En tout cas, la revente, c'est quand même quelque chose de probable si vous allez jouer un peu au jeu de l'immobilier. Donc, on a envie de demander un remboursement anticipé sans frais. Parce que sinon, quand vous allez vous rembourser, on va vous demander des intérêts. Je sais plus, il y a un calcul qui est fait, genre les 6 derniers mois. Enfin bon, je sais plus également, je sais plus quel est le calcul, mais en tout cas, vous, si vous le demandez, c'est au moment où vous faites votre dossier que vous le demandez. Si vous ne le demandez pas, on va pas vous l'accorder. Hein. Et ça, c'est systématiquement accepté. Deuxième chose que vous pouvez chercher à négocier, ce sont les frais de dossier. Souvent, on a un petit 500 euros. Enfin, ça va varier selon les banques, on va dire entre 500 et 1000 euros de frais de dossier. Ça, pareil, c'est négociable. Ça peut sauter, pas systématiquement, mais bon, moi je sais que dans la plupart des cas, c'est quelque chose qui a sauté. Et maintenant, une chose qui est très 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 importante, mais qui va être que beaucoup d'investisseurs vont oublier, notamment dans un projet comme celui-ci, où il y a des travaux à faire, mais même s'il n'y a pas de travaux à faire, vous allez toujours avoir besoin d'un petit peu de temps, c'est de décaler le paiement de vos mensualités, c'est-à-dire que vous n'avez pas envie de commencer à rembourser votre crédit dès le premier mois, enfin dès que vous avez les clés de l'appartement. Non, vous avez envie de commencer à rembourser votre crédit quand les locataires vont commencer à vous payer les loyers. Donc vous allez penser à ça, vous allez vous dire attendez, moi j'ai des travaux à faire,
Ok, j'ai les clés de l'appartement en décembre, mais mes locataires vont rentrer 2 mois, 3 mois après, essayer d'un petit peu d'estimer le temps que vont vous prendre les travaux, et vous demandez donc à décaler le début du prêt d'autant de temps. Ça, c'est vraiment très important parce que sinon, vous allez devoir sortir cet argent de votre poche et on n'y pense pas. Ah merde, j'ai oublié, effectivement, il va y avoir 2 mois d'appartement à vide. Bah oui, 2 mois d'appartement à vide, 728 € multiplié par 2, donc ça pique un petit peu quand on doit les sortir. Donc vous demandez ça. Bien sûr, vous allez avoir à payer un tout petit peu, vous allez devoir payer les intérêts, mais c'est pas grand chose. Et c'est vraiment quelque chose qui va vous faciliter la vie. Une autre chose très importante sur le financement, sur votre crédit, c'est que les banques vont essayer de vous carotter. Ouais, les banques, ce sont pas des gens gentils. Ils vont essayer, ils ont un client, ils vont essayer de lui tirer un maximum d'argent. Donc, ils vont vous proposer une assurance. L'assurance est obligatoire dans le crédit, ça c'est certain. Maintenant, eux, ils vont vous refiler discretos, sans trop en parler, l'assurance groupe, à savoir l'assurance la plus chère possible. On veut pas de cette assurance-là, parce que c'est sur des crédits, on va dire sur des mensualités aussi petites que celles qu'on a sur ce projet, donc 728, ça reste des petites mensualités, mais même des mensualités encore plus petites. Je pense à un appartement sur lequel j'ai des mensualités de 489, on peut se retrouver avec des assurances de 50 €. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est énorme, c'est vraiment énorme. On est à peu près un dixième de ce que vous payez. Donc on n'a pas envie, parce qu'on n'a pas envie de payer autant, sachant qu'une assurance, ça peut coûter quelques euros seulement. Si vous êtes une personne en bonne santé, etc. Là, je vais pas prendre les cas spécifiques de personnes qui ont le cancer ou ceci ou cela et qui ont des maladies qui font que leur assurance coûte cher. Mais bon, la banque, ça c'est certain, elle va essayer de se gaver là-dessus, elle va vous filer l'assurance groupe. Alors vous pouvez faire 2 choses. Soit vous pouvez négocier tout de suite en disant l'assurance groupe c'est un peu cher pour moi, nanani, j'ai fait une simulation, nanana, qui me sort que 6 € d'assurance quand vous m'en demandez 50. Et eux, généralement, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont couper la poire en deux et ils vont vous proposer une solution alternative qui est un petit peu plus chère que l'assurance minimum que vous pourrez trouver sur le marché, mais qui est quand même beaucoup moins chère. C'est ce que j'ai fait sur cet appartement-là. On coupe la poire en deux quelque part, et sinon vous pouvez y aller vraiment en pirate, c'est-à-dire vous acceptez l'assurance groupe, puis ensuite il y a une loi qui vous permet de faire ça, vous allez solliciter l'assurance la moins chère et vous faites un changement d'assurance. Et là votre banque elle va pas être contente du tout, je vous le dis tout de suite, ils vont considérer que vous leur faites un peu à l'envers. Donc moi ce que je vous conseille c'est de ménager la chèvre et le chou et de faire entre les deux et d'essayer de négocier directement le prix de l'assurance avec eux. Et encore une fois c'est très important, 50 €, 60 €, 70 € par mois, c'est votre rentabilité quand on prend un coup. Et attention, parce que les banques, encore une fois, ils vont essayer de vous tirer un maximum d'argent, ils vont vous proposer des choses dont vous n'avez pas besoin. Ils vont vous dire, est-ce que vous voulez une assurance loyer impayé? Est-ce que vous voulez une assurance feu de forêt? On sait jamais s'il y a une forêt à côté. Est-ce que vous voulez une assurance extraterrestre s'ils viennent poser leur secours volante sur votre maison? Non, on veut pas tout ça. On ne veut pas tout ça. Les loyers impayés, alors ça c'est la grande chimère, la grande chimère de l'immobilier. Les loyers impayés, impossible de mettre le locataire dehors. Bon, effectivement, ça peut arriver. Je dis pas, ça peut arriver, et effectivement, on n'a pas le droit de mettre quelqu'un dehors en hiver, etc., etc. Maintenant, c'est vous le responsable des personnes que vous logez dans l'appartement, d'accord ? Donc là, vous allez loger des étudiants, vous allez devoir regarder la situation des parents. Est-ce qu'il y a des parents? Est-ce qu'ils gagnent de l'argent? Montrez-moi les feuilles d'imposition, etc., etc. Donc ça, c'est, si vous voulez, moi, je loue différents appartements, j'ai plus d'une dizaine de locataires, j'ai jamais eu en 5 ans un seul loyer impayé. Ok ? Donc voilà, c'est tout ce que je vous dis. Est-ce que vous avez vraiment besoin d'une assurance loyer impayé? Après, vous pourrez toujours, ça peut arriver que dans la vie d'un locataire, il y a un problème. Est-ce que vous pouvez pas vous arranger avec lui? Donc voilà, moi le seul conseil que je peux vous donner, c'est sélectionnez bien les personnes qui vont habiter dans votre appartement, leur travail, leur solvabilité, comment ils payent leurs impôts, etc., etc. Petite précision, en plus, là, on est sur un projet de colocation. Et les loyers impayés, ça ne sont pas des étudiants qui font de la colocation. Il y a très souvent, 99,9% des cas, il y a les parents qui sont derrière. En tout cas, à vous de vous assurer qu'il y a les parents qui sont derrière. Mais les gens qui payent pas leur loyer, ce sont souvent des personnes qui habitent seules, qui sont, on va dire, dans des situations où ils peuvent avoir une précarité. Je sais pas, ils se font virer de leur emploi, ou alors ce sont des personnes qui sont au RSA, qui dépendent d'une aide publique. La colocation, non. Et parce qu'en plus, vous allez avoir un paramètre qui est la pression des autres. C'est-à-dire que s'il y a une personne qui paye pas,
il n'est pas tout seul dans son appartement à dire ouais, je paye pas, tranquille, je m'enferme dans ma chambre. Non, il va y avoir la pression de tous les autres colocataires. Et vous allez pouvoir rentrer dans l'appartement, vous allez pouvoir venir. C'est pas comme une personne qui loue son appartement seul et vous habitez à des centaines de kilomètres. Non, non, non. On est vraiment dans une situation qui amoindrit les risques sur cette histoire de loyer impayé. Ça y est, la vente a été signée, c'est maintenant que les choses sérieuses commencent. Bon, il est 10h30, ça fait 2 heures qu'on est sur cette pièce. En fait, les gens ont eu la très bonne idée dans les années 50 ou 60 de recouvrir les murs de la salle de bain avec de la moquette. Alors c'était peut-être très stylé avant, mais là ça a un peu vieilli. Donc là on est en train de tout arracher. Et c'est con, mais ça c'est des trucs tout con que vous pouvez faire vous-même quand vous faites des travaux. On se dit toujours ah bah tiens je vais prendre quelqu'un pour faire ça, mais ça c'est vraiment, voilà, il n'y a pas besoin d'un savoir-faire en particulier. Il vous faut quoi, un vieux ciseau à bois qui coupe quand même pas mal, un cutter pour faire des pour trancher le truc, et bah faut y aller quoi. Ça fait 4 heures qu'on est dessus, on a fait la moitié de la pièce. C'est con, c'est bête et méchant, mais voilà, c'est la plus-value, elle se fait là aussi. Elle se fait sur les trucs que vous pouvez faire vous-même assez facilement et que voilà, vous n'avez pas envoyé quelqu'un pour vous occuper de ça. I just like the sound of it. Bilan de la première journée et demie de travail, puisqu'on a commencé vendredi après-midi, on a signé chez le notaire en début d'après-midi, on a commencé les travaux vers 16-17 heures. Et donc on a bossé sans interruption toute la soirée de vendredi, plus toute la journée de samedi. On a perdu un peu de temps parce qu'il a fallu aller acheter des matériaux, il a fallu aller acheter de quoi établir un camp de base, des matelas ou des choses comme ça, parce que l'appartement était complètement vide. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Donc nous avons 3 pièces, ces 3 pièces elles ont été poncées. Il y avait une première couche, alors les 3 chambres n'ont pas été poncées, mais enfin, les moquettes ont été retirées et on a fait une première couche de ponçage avec la ponceuse, la grosse machine, au gros grain pour enlever vraiment toutes les traces de colle, les traces de vernis qu'il y avait entre la moquette et le parquet. Et vous remarquerez que il reste tout de même les bords à faire, et ça va être plutôt chiant. On a une petite machine comme ça, donc parce que la ponceuse ne va pas sur les bords, voilà, c'est vraiment pour faire le milieu de la pièce. On a la deuxième chambre qui elle n'est pas encore complètement débarrassée et n'est pas encore poncée. Vous voyez qu'il y a plein de gros bouts de moquette qu'il va falloir débarrasser. Ça c'est un truc quand on fait les travaux que les gens ont du mal, très belle lumière, que les gens ont du mal à prévoir, c'est le fait d'enlever les gravats, d'enlever les déchets, les bouts de moquette, les planches, les choses. Tout ça, ça prend du temps, il faut mettre ça dans des sacs pour pouvoir les transporter, ensuite il faut emmener ça à la décharge. Donc ça c'est énormément de temps de perdu. On passe dans la troisième chambre. Voilà, celle qui a été poncée également. Eh ben oui, la ponceuse elle est là-bas. C'est ce genre de machine, ça se loue un peu plus d'une trentaine d'euros la journée, je crois. Il me semble qu'on a loué 50 € pour le week-end. Dans tous les trucs du style qui loue tout, voilà, ce genre de choses. On a toujours ce magnifique lavabo dans cette pièce. Je pense qu'on va à mon avis, on va le faire sauter quand le plombier va venir parce que ça fait pas très. Voilà, il y a du parquet par terre, un lavabo, c'est pas terrible. Et je trouve que ça va. Enfin, le problème, c'est qu'on va avoir 5 chambres. Il faut aussi que ces chambres elles soient à peu près équivalentes. On peut pas en avoir une avec un standing de ouf et des chambres qui n'ont pas de lavabo. Donc pour mettre tout le monde d'accord et pour pas qu'il y ait d'incohérence au niveau du prix,
On va enlever le lavabo de toute façon. Il y a une salle de bain dans laquelle je vous emmène, puisque là on est en train de décoller cette foutue moquette. On a pas mal avancé, hein. On a quand même passé, d'ailleurs c'est moi qui m'en suis occupé, j'ai quand même passé 4 ou 5 heures à décoller tous ces morceaux de moquette. Quelle brillante idée d'avoir mis ça, ça doit dater des années 50, hein. C'est parce que l'immeuble date des années 50 et les parties communes sont recouvertes de moquette comme ça. C'est vraiment la merde à enlever. Je vais vous montrer de plus près, vous voyez, c'est collé. Et c'est très... Ah, celle-là elle vient bien, mais la plupart du temps, vous voyez les petites bouts qui restent comme ça. Donc on y va avec, avec la machine à vapeur qui nous a servi notamment également à enlever... On y va avec la machine à vapeur qui nous a servi notamment à enlever la tapisserie d'une des chambres. Et ça, j'ai oublié de vous en parler. Voilà, c'est cette chambre-là qui avait une magnifique peinture jaune avant. On a enlevé toute la tapisserie de cette chambre. Faut compter 1h30 de travail pour enlever toute la tapisserie. Peut-être un peu plus d'ailleurs. Il y a toujours les parties compliquées, style près des gouttières électriques, derrière le radiateur aussi, c'est des parties qui sont compliquées. Donc voilà où nous en sommes. Et regardez d'ailleurs, on sait qu'on a bien travaillé quand on a autant de choses à descendre. Donc là on a condamné cette pièce qui d'ailleurs plus tard sera une salle de bain. Ça c'est prévu dans nos travaux. Cette arrière-cuisine qui va se transformer en salle de bain. Objectif de la journée, on est dimanche, on doit rendre le matériel de location demain. Donc c'est de finir d'enlever cette moquette dans la salle de bain et de finir le ponçage dans les 3 chambres. Donc il y a du grain fin à mettre dans 2 chambres et une qui n'a pas encore été poncée du tout, mais pour laquelle ça va aller vite parce que eh bien, la moquette n'était pas collée. Il y avait une espèce de... La moquette était collée sur une sorte d'isolant qui lui était posé sur le parquet. Donc là le ponçage va être beaucoup plus rapide. Mais ça fait quand même pas mal de boulot, donc je vous laisse et je vais m'y mettre tout de suite. Bon là on en est à notre 3e jour de travaux dans cet appartement. On a fait pas mal de choses, notamment cette salle de bain qui avait des murs qui étaient très difficiles à dégager, qu'il a fallu décaper, qu'il faut réenduire et qu'il va falloir ensuite réentoiler et repeindre. Et c'est l'occasion pour moi d'aborder le sujet des travaux lorsque vous achetez un bien immobilier. La plupart des gens, quand ils achètent un appartement, ils veulent l'appartement clé en main. C'est-à-dire qu'ils arrivent, ah waouh, je m'imagine trop dedans, tatati tatata. Et alors qu'en réalité, si c'est une opération d'investissement, si c'est un appartement qui a vocation à être loué, eh bien c'est très intéressant de faire des travaux dans les appartements. Et au contraire, moi je vous conseille non pas d'acheter un appartement, en fait si vous achetez un appartement qui est déjà propre, dans lequel vous avez déjà vous envie d'habiter en vous disant waouh super appartement, j'aurais adoré avoir ça quand j'étais étudiant, eh bien c'est que vous êtes en train de faire une grosse connerie parce que en fait finalement vous payez, c'est-à-dire c'est la personne avant vous qui prend sa plus-value. Pour prendre sa plus-value, elle a remis l'appartement à neuf et donc vous, ça va être beaucoup plus long de faire votre plus-value dessus. Donc si votre idée c'est, enfin si votre objectif plutôt c'est de faire de la plus-value et justement de faire une opération intéressante, il faut trouver les appartements dans lesquels il y a des travaux à faire parce que les gens n'ont pas envie de faire ces travaux. Et quand quelqu'un n'a pas envie de faire quelque chose, c'est justement là qu'il faut aller, c'est sur ces biens-là qu'il faut aller parce que c'est difficile, parce qu'on en chie. Mais ça dure que quelques jours et ensuite bien, vous allez faire une sacrée économie et ça va vous permettre d'avoir quelque chose de rentable. Ce qui est très important, je le répète, c'est que votre opération immobilière elle soit rentable. Si vous faites une opération où à la fin du mois ou à la fin de l'année vous êtes obligé de mettre de l'argent, vous avez fait une connerie. Donc l'excellent moyen pour ça c'est de trouver des appartements dans lesquels il y a des travaux à faire, moyennement ou beaucoup. Tout à refaire c'est génial, moyennement comme ici c'est le cas. Là on est sur un appartement, il y a finalement en fait peu de travaux, c'est des travaux d'embellissement. L'électricité est nickel, la plomberie est nickel, il y a certaines pièces dans lesquelles on n'a pas à refaire la peinture, donc ça reste voilà, des travaux de finition, à part dans cette pièce d'eau où là il faut vraiment, voilà, il y a vraiment plusieurs jours de travail dessus. Et c'est très intéressant, ça vous permet de diminuer énormément votre prix d'achat
parce que justement il n'est pas neuf, il n'est pas habitable et donc il y a des travaux à faire. Donc ça vous permet de jouer dans un premier temps lors de l'acquisition pour négocier et ensuite dans un second temps vous avez la possibilité de faire certaines choses vous-même. Alors vous allez me dire ok il faut du temps, mais parfois il vous suffira de bloquer, je vais vous dire ça, je sais que ça ne va pas plaire parce que voilà, les gens n'aiment pas faire les travaux, je n'aime pas faire les travaux, on n'aime pas faire les travaux, mais en réalité en bloquant quelques jours hein, et en venant faire des choses qui sont somme toute pas très compliquées, il n'y a pas besoin d'avoir un savoir-faire, il n'y a pas besoin d'être plombier, il n'y a pas besoin d'être électricien, et vous allez pouvoir économiser 4 000, 5 000, 6 000 euros, et donc ça c'est de l'argent à emprunter en moins. Et donc ça va se répercuter directement sur votre ROI et sur le cash que vous allez pouvoir générer, à savoir en faisant quelques travaux, en économisant quelques milliers d'euros, vous allez pouvoir peut-être baisser vos mensualités de 30, 40, 50 euros et justement arriver à l'équilibre ou alors dans un cas de figure où vous allez générer du cash à la fin du mois. Et ça doit vraiment rester votre objectif. Si votre bien ne génère pas de cash à la fin du mois, vous êtes mal débrouillé. La chose la plus importante lorsque vous vous lancez dans l'immobilier, c'est d'apprendre à être patient afin de trouver la bonne affaire. Je sais, moi j'ai plein d'amis qui se sont lancés là-dedans, ils ont vu sur Internet, waouh, l'immobilier, on peut devenir riche en faisant l'immobilier, c'est comme si, c'est comme ça, et ils se précipitent, ils veulent, parce qu'ils l'ont lu, ils l'ont vu, les gens le font autour d'eux, ils se disent il faut y aller, c'est tout de suite, c'est maintenant, c'est les taux, c'est machin. Et en réalité, ça c'est un mauvais comportement parce que ça vous pousse à faire des achats dans la précipitation et ça vous pousse à faire des achats qui ne vont pas être intéressants en termes ou de plus-value à la revente ou alors de cash flow généré chaque mois. C'est à dire que moi j'ai plein de gens autour de moi qui ont acheté des appartements qui vont avoir une mensualité je sais pas de 800 euros de crédit et qui vont avoir un loyer, je sais pas, parce qu'on est à Paris et qu'il y a une loi et qu'il faut, les loyers sont plafonnés, donc ouais, on peut pas faire ce qu'on veut et donc ils payent 800 euros de crédit par mois et leur loyer leur ramène 750. Ça c'est une mauvaise opération. Parce que déjà on va payer 50 euros par mois, donc 600 euros par an. Il va falloir rajouter à ça toutes les dépenses qu'on n'avait pas prévues. La copropriété décide de refaire les façades. Ça m'est arrivé là sur un appartement récemment. Hop, 6 appels de fonds, 300 euros chacun, et c'est parti pour les façades. Une dépense qu'on n'avait pas prévue. De 1800 euros quand même. Il va y avoir aussi les dépenses imprévues qui sont liées au locataire. Peut-être que quelqu'un va casser quelque chose, peut-être qu'il va falloir venir réparer quelque chose, changer un saignée-broyeur. C'est des choses qui peuvent arriver. Donc il faut prévoir que votre appartement, si par exemple vous avez des mensualités de 700 euros par mois, eh bien, il faudrait idéalement que votre loyer soit à 800 euros. Comme ça vous laisse une marge. Et croyez-moi, cette marge, on ne sait jamais ce qui va se produire, mais elle risque fort d'être mangée. Elle sera peut-être pas mangée cette année, mais elle sera peut-être mangée l'année prochaine ou encore l'année d'après, parce qu'il va y avoir un gros truc, il va y avoir quelque chose, je sais pas, peut-être que l'appartement va prendre feu, enfin ce sont des choses à prévoir. Bien qu'il y ait des assurances, c'est important d'avoir un bien quand même qui génère du cash. Et ce cash, c'est important de ne pas le dépenser, il faut le garder quelque part. Et faut pas se dire oh je gagne 100 euros par mois. Non, parce que il y a d'autres choses à payer. Il va y avoir la CFE, il va y avoir l'impôt à payer sur votre appartement. Vous gagnez de l'argent avec en le louant. Et l'État français se fiche de la mensualité de crédit, se fiche de savoir si vous avez fait une bonne ou une mauvaise opération. À la fin de l'année, vous allez être imposé. Peut-être que vous allez avoir plusieurs appartements, que vous allez avoir un comptable à payer pour faire des comptabilités. Enfin, voilà, c'est hyper important. Faites bien vos calculs et ne vous lancez pas. Ce qui est important, c'est de regarder la mensualité de crédit et le loyer que vous pouvez en tirer. Et si vous n'avez pas un loyer qui est supérieur à la mensualité de crédit, si vous êtes juste à l'équilibre, ce qu'on appelle opération blanche, ne le faites pas. Ne le faites pas parce qu'en réalité, cette opération n'est pas blanche. Comme je viens de vous l'expliquer, il va y avoir 50 euros par-ci, 50 euros par-là, et à la fin de l'année, vous allez sortir 200 ou 300 euros, puis boum, à un moment donné, vous allez avoir un appel de fonds pour des gros travaux que vous n'allez pas pouvoir répercuter sur le loyer. Et là, votre appartement vous coûte 1000, 2000, 3000 euros. Et on n'est plus en train de gagner de l'argent. Alors, certes, d'un côté, le bien se rembourse, mais ce sont des dépenses qui vont vous faire mal, surtout si vous ne les aviez pas anticipées. Donc, toujours un loyer supérieur à la mensualité. Essayez de tirer partout. Il n'y a pas... vous pouvez négocier sur l'appartement lorsque vous achetez, sur le prix d'achat, vous pouvez négocier sur les travaux, vous allez pouvoir essayer
d'augmenter le loyer en mettant des choses dans cet appartement qui font que le loyer va être plus élevé. Peut-être qu'on peut mettre une box internet, peut-être qu'on peut le louer en meublé, etc., etc. Mais en aucun cas, ne partez en aucun cas sur une opération blanche. Concernant les travaux, parce que ça c'est une question qui se pose très souvent quand on fait l'acquisition d'un bien, il y a souvent des rénovations à faire. D'ailleurs c'est mieux s'il y a des rénovations à faire, parce que si vous achetez un truc qui est extrêmement neuf, bah, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que vous payez finalement les travaux. Enfin, moi je sais qu'en tant que propriétaire, si je vends un appart, pourquoi je vais faire des travaux avant de le vendre? C'est pour en tirer un meilleur prix, évidemment. Donc vous, en tant qu'acquéreur, quand vous achetez un appartement qui sort, enfin où vous savez que les travaux viennent d'être faits, ça sent encore la peinture fraîche, eh bien ça veut dire que vous payez les travaux, donc vous payez peut-être qu'on va dire que la personne qui vous vend l'appart a payé ses travaux 30 000 euros, donc vous payez ces 30 000 euros et vous payez également la plus-value que le vendeur attend de ses travaux. C'est-à-dire que lui, il a fait 30 000 euros de travaux, il se dit voilà, ça va me permettre de vendre 40 000, 50 000 euros plus cher. Donc c'est ça que vous allez payer en plus. Donc là, moi je vous mets en garde. Je n'ai jamais acheté d'appartement neuf. Pourquoi? Parce que c'est très difficile d'en tirer un bon prix. En fait, on paye en plus tous les problèmes que ça implique de faire les travaux, le gain de temps aussi. Donc c'est ça qu'on paye finalement quand on achète un appartement neuf. Donc n'achetez pas un appartement neuf, cherchez justement les appartements où il y a des travaux à faire, mais pas non plus l'ensemble des travaux à faire. Par exemple, ici, l'électricité était neuve. Donc ça, c'est vraiment un plus, parce que l'électricité, dans la note des travaux, c'est quelque chose qui coûte extrêmement cher. Il faut passer dans toutes les pièces, il faut faire des saignées, il faut faire des gouttières. Enfin, il y a beaucoup de matériel, ça coûte cher. Il y a de la main d'œuvre. Généralement, un électricien, pour que ça avance, il va pas être tout seul. Donc c'est souvent un poste de dépense très important. Donc regardez-vous quand vous faites votre acquisition, essayez de voir un petit peu si c'est uniquement un appartement où il y a des finitions à faire, vous voyez, la peinture, les choses comme ça. Ben ça, c'est des choses finalement, il n'y a pas besoin d'une grande expertise pour les faire. Et je vais vous dire une chose encore plus importante, si vous louez à des étudiants, si c'est pour faire de la colocation comme dans ce projet, faites attention, vous n'avez pas besoin de leur livrer un appartement qui est archi neuf. Les murs qui sont derrière moi, alors c'est pas forcément visible à la caméra, on est sur de la toile de verre peint en blanc, il y a quelques traces, il y a des petits trous. C'est pas dérangeant. Pourquoi? Parce que les étudiants de toute façon vont abîmer votre bien. Le peintre d'ailleurs qui est venu faire quelques travaux ici, il y a quand même une pièce qu'on a fait entoiler et repeindre parce que il y avait vraiment besoin de le faire. Elle était vraiment vieillotte, vétuste avec une tapisserie qui se décollait. Donc le peintre est intervenu sur cette pièce-là. Il est intervenu également sur des cloisons qu'on a fait poser. Il y a des cloisons au-dessus de moi, au-dessus du bar. Là, il y a une espèce de ligne avec des spots. Donc voilà, ça il n'est pas intervenu sur l'intégralité du bien, heureusement, parce que sinon ça nous aurait coûté très très cher, mais uniquement sur des petites parties. Et le peintre nous a raconté une anecdote. Il a dit qu'il avait refait un appartement à neuf, que c'était loué à des étudiants, qu'il était revenu 6 mois après. Pourquoi? Parce que les murs étaient déjà sales. Vous pouvez pas savoir ce qui va se passer dans votre appartement, hein, et vous n'avez pas envie de savoir, mais il y a des gens qui vont fumer, il va y avoir des soirées, ils vont mettre des punaises dans le mur. Nous, quand on est arrivé pour faire l'état des lieux de sortie, les étudiants étaient en train de décrocher les trucs qu'ils avaient accrochés au mur. Ils s'en fichent complètement que vous leur ayez dit que s'ils doivent faire des trous, ils n'ont pas le droit de faire des trous, ils doivent vous demander. C'est des étudiants. Les étudiants, on le sait, ils sont pas très respectueux, ils font pas attention. D'ailleurs, nous, quand on est arrivé ici pour faire l'état des lieux, on avait bien précisé qu'il fallait qu'ils fassent le ménage. Mais c'est pas un ménage de femmes de ménage, c'est un ménage d'étudiants. Donc ça, vous devez prendre ça en compte. Ils vont vous abîmer, alors ils vont pas non plus vous saccager le bien, mais ils vont vous abîmer des choses. Donc ça, prenez-le en compte, vous n'avez pas besoin de faire des finitions impeccables. Revenons maintenant sur ce fameux arbitrage de est-ce que je fais les travaux, est-ce que je fais pas les travaux. Mon frère et moi, quand on rénove un appartement, on a une philosophie. Mais cette philosophie, elle s'applique à nous et elle s'appliquera peut-être pas à vous. Notre philosophie, c'est que nous, on a de la chance, alors je sais pas si c'est une chance parce que c'est quelque chose qu'on a décidé, mais on est entrepreneur. C'est-à-dire que du coup, on a la maîtrise de notre temps. Et parfois, on peut dire, bah voilà, on va venir quelques jours ici, on va faire certains travaux nous-mêmes. Certes, c'est très chiant, mais en même temps, on peut se le permettre. Quelqu'un qui est salarié, pourra peut-être pas se permettre de faire ça. Donc nous, c'est ce qui nous fait pencher parfois dans le fait que on va rénover certaines choses nous-mêmes. Et la deuxième chose quand même qui est importante à prendre en compte, c'est qu'on sait le faire. Et ça, c'est pas non plus à la portée de tout le monde. Il y a des gens, dans leur vie, ils n'ont pas eu forcément la chance d'avoir un papa qui leur a appris à faire des travaux, qui savent manier les outils, qui savent quoi mettre comme enduit, qui vont pas être très manuels, tout simplement. Et ça n'est pas grave.
Maintenant, si vous êtes quelqu'un de manuel et si vous avez du temps devant vous, mais vraiment la chose importante c'est cette question de savoir-faire, parce qu'il y a des gens qui vont avoir du temps devant eux mais qui n'ont pas le savoir-faire. Et là c'est problématique parce qu'ils arrivent dans un appartement et se disent bon, j'ai tout le temps devant moi, je vais apprendre. Ouais, mais ça va prendre du temps. Et vous, quand vous êtes en train de rénover cet appartement, vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc vous voulez chercher à aller le plus vite possible. Et si vous n'avez pas le savoir-faire, croyez-moi, ça vaut mieux de faire appel à des gens qui vont l'avoir et qui vont faire ça bien, parce que quand vous allez apprendre, si vous êtes en train d'apprendre, vous allez faire des erreurs, vous allez vous tromper, vous allez vous énerver, vous allez peut-être casser des outils si vous ne savez pas vous en servir, vous allez aller faire des courses, mais comme vous ne connaissez pas bien le domaine de la rénovation, vous allez forcément oublier des choses. Donc au final, ça va vous coûter du temps. Vous allez perdre du temps, ça va vous coûter de l'argent puisque votre bien ne va pas être loué et surtout ça va vous coûter de l'énervement, ça va vous rendre complètement dingue. Donc voilà, c'est vraiment ces deux choses qui sont importantes, avoir du temps et surtout le savoir-faire. Et quand bien même vous avez ces deux choses-là, il y a des choses que vous allez vouloir faire parce que nous, à 2 personnes sur un appartement aussi grand, bien ça avance pas assez vite. Donc nous, on s'est dit voilà, on va prendre un petit peu de temps et on va faire ce qu'on sait faire. En fait, ce qu'on n'a pas fait faire par des entrepreneurs, et c'est là où souvent ils vont chiffrer, c'est toute la désinstallation. La désinstallation, c'est quand tu arrives quelque part et qu'il faut détruire des choses, arracher des choses. Donc ça, c'est des choses qui sont un peu ingrates. Il faut prendre des sacs à gravats, il faut ensuite les emmener à la décharge. Enfin, c'est un peu compliqué. Les entrepreneurs, ils ont tendance à charger ça cher, notamment le débarrassage de gravats, parce qu'il me semble que, je vais peut-être dire une bêtise, il faut le vérifier, ça dépend peut-être des villes, mais en tout cas, je sais que dans une ville comme Paris, ils doivent payer quand ils vont amener des sacs à gravats à la décharge. Donc ça, c'est un truc à prendre en compte. Si c'est vous qui le faites vous-même, il y a des économies à faire. Donc voilà, nous on s'est occupé de ça. On a fait de l'arrachage, du débarrassage. On a fait également voilà, des petits travaux de finition. On a posé des choses au sol, des barres de seuil, enfin des choses comme ça. On a également poncer les différents parquets dans les différentes chambres, vous voyez, toutes ces choses-là. Maintenant, ce qu'on a fait faire par les entrepreneurs, c'est la construction d'une mini salle de bain. Dans une pièce qui est juste en face de moi, il y avait, c'est une sorte de buanderie, de débarras, ou une pièce où il y avait les machines à laver. Nous, on l'a transformée en salle de bain d'appoint. On a une grosse salle de bain plus une salle de bain d'appoint. Ça veut dire que quand vous avez plusieurs personnes, on évite un problème d'encombrement. Ça pose toujours un problème. C'est-à-dire que tout le monde va à la fac à la même heure, tout le monde va aller à la salle de bain à la même heure. Donc, dans ce genre d'appartement, dès que vous voulez avoir 3, 4, 5 colocataires, vous devez avoir 2 salles de bain avec une petite salle de bain d'appoint. Donc, dans la petite salle de bain d'appoint, on a une douche et on a un lavabo. C'est très bien. On a la grosse salle de bain avec une baignoire douche et un lavabo. Elle est un peu plus grande, il y a un peu plus de place. Les gens peuvent un peu plus stocker leurs affaires. Et ça, c'est un point qui est quand même très positif également, le fait d'avoir des toilettes séparées. Ça vous évite, encore une fois, d'avoir un encombrement de salle de bain parce que quelqu'un veut simplement utiliser les toilettes. Il n'est pas là pour prendre sa douche, mais il va bloquer la salle de bain et empêcher les gens de s'en servir. Donc ça, c'est un vrai atout quand vous prenez un appartement pour faire de la colocation. Donc on a fait faire cette salle de bain. Là il y a 2 ou 3 personnes qui sont intervenues. Ça a été très rapide, ça a dû prendre 2-3 jours. Il s'agit de construire une paroi, de carreler. Ensuite on a mis un rideau de douche. Ça c'est un point très important. Petit tips comme ça quand vous faites vos travaux. Encore une fois, on reste toujours sur cette idée d'étudiants qui vont abîmer les choses. Évitez les choses qui ne durent pas dans le temps. Les portes de douche, on tire dessus, on les secoue. Parfois vous trouvez un truc qui est très joli et encore une fois on se balade comme ça, on va chez le roi Merlin, on voit une porte de douche, on fait waouh, j'aimerais bien avoir ça chez moi, mais ça n'est pas chez vous. Ce sont des étudiants et un rideau de douche, il n'y a rien de plus solide, il n'y a rien de plus pratique. Changer un rideau de douche, ça coûte une dizaine d'euros. Donc moi en plus ça vous fait gagner de la place parce que la porte de la douche, très souvent il faut une zone derrière pour qu'elle s'ouvre. Donc dans cette petite pièce comme c'est le cas ici, nous c'est très pratique. Prenez des choses qui sont très solides, n'allez pas chercher les belles robinetteries, prenez les marques qui ont des années, on les connaît tous ces marques, je ne vais pas forcément les citer, mais allez chercher les choses qui sont robustes. Une chose qu'on a fait faire également, c'est de construire 2 cloisons dans le salon. C'est-à-dire qu'on avait l'immense salon et on a construit 2 cloisons pour créer 2 chambres et un bout de salon. Bien ça, c'est quelque chose qu'on a fait faire. Pourquoi ? Parce que c'est une expertise qu'on n'a pas. Il faut arriver avec des plaques de BA13, il faut poser des barres de seuil. Donc qu'est-ce qu'on a fait ? On a cherché un plaquiste et on a cherché un électricien qui ont travaillé ensemble, qui se connaissaient d'ailleurs, qui ont pu se synchroniser. C'est-à-dire qu'il y en avait un qui montait la cloison, l'autre qui faisait passer les câbles. Et ça a été fait
fait en une journée. Je connais quelqu'un, un ami à moi, je vais pas le citer, mais qui s'est lancé dans des travaux. Et encore une fois, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure. Il n'avait pas l'expertise. Moi, je n'ai pas l'expertise de la cloison. Je sais pas faire ça bien. Je sais pas poser des cloisons droites. Je pense que c'est quelque chose qui s'apprend, mais quand on apprend, on se trompe. Eh bien, cet ami en question, il a mis 2 semaines pour faire ses cloisons. Là, ça a été fait en une journée. Donc, vous voyez, encore une fois, c'est un arbitrage entre le temps que vous allez y passer et le temps qu'un entrepreneur va y passer. Il y a des choses comme peindre. Peindre, ça prend du temps et au final, vous allez prendre du temps, l'entrepreneur va prendre du temps. Et c'est, par exemple, la peinture, c'est un poste sur lequel vous pouvez économiser énormément. Nous, dans cet appartement, on a de la chance. La plupart des murs étaient en très bon état. On a tout de même fait intervenir un peintre et quitte à ce qu'il vienne, on lui a fait faire un maximum de choses. On lui a fait faire la peinture de la salle de bain parce que ça c'est important d'avoir de la bonne peinture qui va résister à l'eau. D'autant plus que dans cette salle de bain, il y avait des trucs qui étaient collés au mur. C'était vraiment quelque chose qui était très chiant à enlever. Donc le peintre, lui, il avait les outils que nous on n'avait pas, donc il a fait ça bien. Et quitte à ce qu'il vienne, on lui a fait peindre les fameuses cloisons qui ont été posées parce que si vous ne peignez pas vos cloisons, là ça ne va pas aller. Ça va vraiment se voir, ça va vraiment faire très très moche et on lui a fait peindre également, entoiler et peindre une des chambres. Donc voilà, le peintre nous a fait un prix pour tout ça et on s'en est tiré pour pas grand chose. Pour conclure sur ce chapitre, travaux ou pas travaux, si vous n'avez jamais fait des travaux de votre vie, si vous n'avez pas d'expertise, passer par des entrepreneurs et essayer de trouver une personne qui va avoir son équipe, qui va prendre en charge tout ce chantier. Essayez d'arriver, si c'est la première fois pour vous, essayez d'arriver avec des références. Alors je vous donne mes chiffres également, mais là c'est pas mal de petits travaux qui sont un peu séparés. Essayez également de voir autour de vous, dans votre entourage, s'il y a des amis qui vont faire des travaux et qui vont avoir voilà, des chiffres et vous allez pouvoir comparer. Ne faites jamais qu'un seul devis, faites plusieurs devis. Il faut que d'ailleurs les entrepreneurs sachent qu'ils sont en concurrence. Vous pouvez les faire venir le même jour, vous pouvez enchaîner les visites avec les entrepreneurs, mais c'est une très bonne chose, ça va vous permettre de négocier. Il faut que vous négociez quand vous faites appel à un entrepreneur. C'est comme quand vous achetez un appartement, vous devez impérativement négocier. Si vous payez le prix que vous donne l'entrepreneur, ça ne va pas, ça veut dire que vous n'avez pas fait ce travail de négociation et vous êtes en train de perdre de l'argent. Donc voilà, ça c'est une chose qui est importante. Donc pas d'expertise, faites venir des gens, essayez d'avoir une équipe avec un point de référence, quelqu'un qui peut vous envoyer des photos si vous n'êtes pas là, quelqu'un qui va gérer. Ne cherchez pas à faire le chef de chantier vous-même, à vous dire je prends l'électricien, je prends machin, je prends bidule. Il n'y aura pas de coordination. Si vous habitez loin, ça va être le bazar. Donc si vous voulez dormir sur vos 2 oreilles, être livré dans les temps, le mieux c'est de faire appel à des gens qui ont l'expertise. Si vous avez des gens qui peuvent vous être conseillés, c'est encore mieux. Maintenant, si ensuite vous avez un peu de temps et que vous avez l'expertise, eh bien essayez de voir comment en travaillant le moins possible, en étant le moins possible sur place, vous allez pouvoir gagner le plus. Ça c'est vraiment ça moi ma philosophie quand j'ai un appartement, c'est comment en faisant le moins possible, notamment comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en démolissant des choses, en débarrassant des choses, eh bien je peux économiser énormément sur la facture des travaux. Vous allez essayer de faire ce que les entrepreneurs vont vous surtaxer, ce que eux n'ont pas envie de faire typiquement, et surtout là où eux n'ont pas vraiment de valeur ajoutée. Parlons maintenant d'une erreur que je ne veux pas que vous fassiez, qui est celle de se tromper lorsque vous allez meubler votre appartement. Parce que j'ai beaucoup de personnes autour de moi qui ont fait cette erreur-là. Et cette erreur, c'est de meubler un appartement que vous venez d'acheter, un investissement, comme si c'était vous qui alliez habiter à l'intérieur. Alors qu'en réalité, là par exemple, on est sur un appartement qui va être loué à des étudiants. Moi, je ne suis pas un étudiant, j'ai bientôt 33 ans, j'ai le niveau de vie d'un cadre, je n'ai pas du tout les mêmes attentes qu'un étudiant. Je me revois moi, parce que j'ai étudié dans cette ville à Caen, les appartements que je louais, ce n'est pas du tout ça. Donc c'est important de ne pas faire cette erreur, sinon ça pourrait vous coûter très cher. Je sais que c'est excitant quand on achète un appartement, on a envie de le rendre beau, on a envie comme ça de le meubler, parce que c'est quelque chose de rigolo. On va chez Ikea par exemple, on achète des choses, on veut mettre des cadres, on veut peindre de telle et telle couleur, mais je vous le dis, c'est du temps de perdu et c'est surtout de l'argent de perdu. Et là, l'objectif ici, c'est de faire une bonne affaire, encore une fois. Donc vous devez apprendre, et c'est bien d'avoir quelqu'un à côté. Nous on est 2, c'est génial parce que j'ai quelqu'un qui va arbitrer à côté de moi. Il n'y a pas une seule personne qui décide. Ça permet de confronter ses idées, de discuter et de ne pas faire de mauvais choix. Donc
Je ne vais pas meubler cet appartement comme si je le louais à un jeune cadre dynamique, ce serait une toute autre cible. Là, on est à Caen, on est à 3 minutes à pied du campus 1, on a la ligne de tram en bas, on a les bars en bas. C'est typiquement un appartement on ne va pas du tout avoir la même exigence quand on va le meubler. Donc vous devez faire très attention à ça. Il va y avoir beaucoup de gens qui vont se succéder ici, des étudiants qui ne font pas forcément très attention. Moi j'ai été étudiant, vous aussi certainement. Quand j'ai vécu ici, on buvait beaucoup de bière, on faisait n'importe quoi. Donc là, ce qui est important, c'est de se dire, voilà, quelles sont les dépenses que je vais faire dans cet appartement? Qu'est-ce qui est nécessaire? Où est-ce que je vais mettre mon argent? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Là, typiquement, par exemple, on est sur des murs. La peinture n'est pas, c'est de la toile de verre, c'est très pratique. La peinture n'est pas parfaite. Hein, si on voulait que ce soit nickel, on referait la peinture. Mais moi, je préfère avoir un appartement, ça reste très propre, donc on ne va pas y toucher. On ne va pas, surtout que faire intervenir un peintre, ça coûte très cher. Là, on fait intervenir un peintre ici. On reparlera peut-être des travaux. Je vous montrerai les différents postes de dépenses. Mais repeindre un appartement de 100 mètres carrés, mais ça va vous coûter un bras. Et les étudiants, comme ça, on va leur dire, voilà, vous pouvez mettre ce que vous voulez sur les murs, vous pouvez coller des affiches, vous pouvez mettre des cadres si ça vous chante, on s'en fiche, ça n'est pas grave. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut pour ces étudiants? Il leur faut un lit, il leur faut un sommier, un matelas. Ce qui est très important, alors on va essayer de prendre des choses qui sont robustes, mais pas non plus trop chères, parce que comme ça risque d'être cassé et que ça devra être remplacé, n'allez pas mettre une literie à 600 €. Nous, on est sur une literie à 250 €, c'est largement suffisant. Peut-être que dans 2-3 ans, il faudra la changer, donc il faut imaginer comme ça que c'est... que vous allez refaire des dépenses plus tard, donc ça sert à rien de mettre énorme. Essayez de trouver au moindre coût les choses qui vous paraîtront le plus robustes. Hein. Et ça, c'est vrai en particulier sur tout ce qui est électroménager. Aujourd'hui, l'électroménager, c'est plus comme du temps de mes grands-parents. Hein. À l'époque, d'ailleurs, pour la petite anecdote, nous sommes dans un appartement qui date des années 50. La cuisine, elle était équipée années 70. Et bien le lave-vaisselle marchait toujours. On est en 2017, le lave-vaisselle fonctionnait encore. On a essayé de le faire marcher, il marche. Bon, bien sûr, on l'a balancé parce qu'il était vraiment trop vieux. Mais vous voyez, ça durait énormément. Maintenant, c'est plus le cas. Vous devez faire attention justement à ne pas vous faire couillonner, ne pas acheter des choses qui vont péter au bout d'un an ou deux. Prenez des choses qui sont robustes, qui sont simples, qui sont efficaces. Un frigo, un congélateur, une grosse contenance, pareil, une machine à laver qui va être robuste. Essayez voilà, de prendre les choses les plus sobres. Hein, pareil, les armoires. Généralement, l'armoire la plus stylée n'est pas l'armoire la plus solide. Je suis désolé. On voit par exemple chez Ikea des armoires à monter soi-même comme ça. Vous allez passer des heures et des heures parce qu'en monter une, ça va quand c'est chez vous, c'est du loisir. Et quand vous devez meubler un appart, que les locataires doivent rentrer, je vais vous dire que parfois on a mis 2 ou 3 jours à monter les meubles. Donc on ne fera plus cette erreur maintenant. Quand on va dans un magasin, on regarde le prix, on regarde la qualité, est-ce que c'est quelque chose de robuste, est-ce que ça va durer 3 ou 4 ans, et on regarde aussi la facilité de montage. Hein. C'est vraiment les choses que vous devez regarder, et vous ne devez pas, si vous louez des étudiants, vous emmerder, vous devez vraiment faire les choses simples. Les étudiants, ils vont être là, ils vont casser la baraque, ils vont tout abîmer, ils vont marcher avec leurs chaussures, c'est pas comme vous, chez vous, vous faites attention. Hein. Ici, ça va être le bordel, il va y avoir des soirées dans cet appartement, donc l'appartement, il doit être pensé comme ça. Alors bien sûr, à un moment donné, vous allez être obligé de mettre des choses. Là, typiquement, on a un canapé, alors on essaie de prendre, c'est pas évident, parce que ça, c'est une dépense qu'on est obligé de faire. On va pas mettre un salon qui va être vide. Il faut quand même que l'appartement soit un minimum attractif, mais l'attractif, encore une fois, d'un étudiant, un grand canapé 3 places, c'est intéressant. Après que ce canapé, vous l'ayez payé, je crois que c'est le cas 289 €, me semble-t-il, moins de 300 €, que vous l'ayez payé 300 €, vous l'ayez payé 1000 €, c'est la même chose. Ils vont mettre leurs pieds sur le canapé, et dans 3 ans, ce canapé, il sera vétuste, il ressemblera à rien. Mais j'ai envie de dire, ça va donner un style. Vous voyez, les appartements d'étudiants sont rarement des petits apparts bien propres. Alors, c'est pas la même chose si vous faites un petit studio et que vous voulez faire un petit studio très sympa et dont le prix du loyer est justifié. Mais là, on est plutôt sur une sorte d'auberge espagnole. Donc voilà, il faut mettre du solide, il faut mettre du... Bon, le canapé on est obligatoire, hein, donc 300 €. Mais après, il y a beaucoup de choses sur lesquelles vous pouvez grignoter. Allez voir, notamment, je pense, à chez Ikea, où il y a beaucoup de choses qui ne sont pas intéressantes. La vaisselle est très intéressante chez Ikea. Vous allez devoir mettre de la vaisselle dans votre meublé. Donc là, c'est très intéressant. On est vraiment sur du pas cher. Les meubles, c'est beaucoup moins intéressant. Les lits, par exemple, sont pas très intéressants. À part peut-être vraiment certains, mais qui vont pas être mis en avant dans le magasin. Vous allez devoir aller chercher. Hein, c'est limite si vous allez même pas les voir. Je crois que nous, là, on a pris 2 lits chez Ikea. Ils n'étaient même pas en démonstration ils étaient uniquement en libre service.
Donc la vaisselle c'est intéressant. Maintenant après il y a plein de choses qui ne sont pas intéressantes là-bas. Sauf peut-être éventuellement sur le coin, il y a un coin comme ça d'objets reconditionnés ou légèrement abîmés, où là vous pouvez trouver des trucs réellement pas chers, il y a des bonnes affaires à faire. Vous pouvez aller voir sur internet, j'imagine sur les sites, il y a des choses que vous pouvez payer, vous allez avoir la facture, mais en réalité ça n'est pas comme si vous l'avez acheté sur le bon coin, c'est de l'occasion, mais vous avez une facture derrière, donc là c'est très intéressant. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que je ne veux pas que vous fassiez cette erreur qui est de meubler un appartement avec trop de goût, donc d'y passer beaucoup de temps, d'avoir des postes de dépenses qui sont inutiles. Je pense à la peinture, je pense aux choses comme ça. Vous voyez, parfois pour un étudiant, une toile de verre au mur suffit, hein, pas la peine d'aller, surtout si vous le faites vous-même, défaire ce qu'il y avait sur le mur, la tapisserie ou l'ancienne toile, ensuite l'enduire une première fois, une deuxième fois, poncer, faire un enduit de lissage, peindre une première couche, enfin du primaire, une première couche, hein, et c'est des choses qui sont très longues, ça a coûté très cher. Alors que pour des étudiants, vous voyez, on n'est pas sur un gros standing, une bonne vieille toile de verre et c'est nickel, on peut faire des trous dedans, on peut l'abîmer, ça n'est pas très grave, ça se repeint facilement, ça dure extrêmement longtemps. Donc voilà, c'est des choses comme ça, hein. Allez sur du pratique, allez sur du simple, pareil pour les étagères. Évitez pour les étudiants, alors là on est dans une future chambre, pour l'instant ça n'y ressemble pas, mais il y aura forcément une étagère quelque part, je sais pas, ici ou là. N'allez surtout pas acheter, vous savez, ces étagères, ces espèces de planches qui sont comme ça dans le mur pour faire des bibliothèques qu'on fixe dans le mur, hyper long à fixer, vous allez devoir faire des trous partout pour mettre des chevilles. Les gens qui vont occuper l'appartement vont peut-être surcharger ces étagères, ça va se casser la gueule. Bref, vous allez vous retrouver avec de magnifiques trous dans le mur qu'il faudra ensuite venir reboucher. Ça va être le bordel et puis croyez-moi qu'ils ne vont pas, vos locataires vont s'en plaindre. Et ça, ce sera de votre faute parce que vous avez mal meublé l'appartement. Au contraire, prenez quelque chose qui se désolidarise du mur, vous devez avoir le moins de trous à percer possible. Donc c'est pour ça que je vous dis évitez les Ikea, les choses comme ça. Une belle étagère bien robuste, encore une fois, pensez à la destination et pas tellement est-ce que c'est de bon goût, est-ce que ça va être à la mode, est-ce que ça vaut, non, on s'en fiche, hein, les étudiants ici par exemple, ils sont à côté de la fac, ils veulent un loyer qui est honnête, ils veulent que leur chambre soit meublée et basta, ils en ont rien à foutre que l'étagère ce soit une belle planche qui soit fixée dans le mur. Vous mettez une étagère d'un seul tenant, d'un seul bloc, un meuble, des choses que peut-être vous pouvez récupérer, peut-être qu'il y a des choses intéressantes à aller chercher, même je pense à chez vous, dans votre famille, dans vos connaissances, chez, j'en sais rien, une Emmaüs, une brocante, il y a peut-être des choses comme ça qui sont très robustes que vous allez pouvoir réinstaller à très très peu de frais, hein. Donc ça c'est les choses qui sont importantes. Pensez-y parce qu'il y a plusieurs milliers d'euros qui vont vous filer entre les doigts et c'est terrible ensuite de devoir revenir parce qu'il y a un trou dans le mur, parce que l'évier est dévissé, ce genre de choses. Alors là d'ailleurs par exemple, j'en profite, petite parenthèse puisque je suis en train de vous parler de ça. Là dans cette cuisine, regardez, on a ce meuble des années 70, un très beau meuble en plus, il a vraiment un style. Est-ce que ce meuble-là, je vais m'embêter à le changer? Non, c'est hyper robuste, ça date des années 70 mais ça tient encore. Je vais vous dire, faites monter une cuisine par exemple dans n'importe quel Conforama ou Ikea ou ce genre de choses, ça ne durera pas, ça ne dépassera pas les 5 ans. Vous allez avoir des robinets qui vont, les robinets qui vont casser, il y a des choses qui vont casser assez rapidement. Là on est sur une chose très robuste, je ne vais pas dépenser pour changer ça. Et hein, ici, bon, on va être obligé quand même de se débarrasser. Il y a vraiment des choses que vous devez changer. Ce meuble, il est vraiment trop usé à l'intérieur, ça n'est pas possible. On va mettre une gazinière ici, une machine à laver là, on va remettre peut-être du plan de travail par-dessus, mais on va aller sur des choses qui sont très simples. Tout ce que vous pouvez garder, vous le gardez. Regardez, on est ici sur une cuisine. C'est clairement, on est clairement passé de mode, hein, ce genre de carrelage, une espèce de bouts de carreaux qui sont collés les uns aux autres. C'est vraiment quelque chose qui ne se fait plus, qu'on voit dans énormément d'appartements. Même, je sais qu'à Paris, moi, quand j'ai refait ma salle de bain, on a enlevé une couche de carrelage et on a trouvé ça en dessous. Mais ça, typiquement, là, le carrelage, certes, il est laid, il est très moche. C'est un petit peu mauvais goût, mais en même temps, il est nickel, les joints sont nickel, il n'y a pas un carreau de cassé, c'est parfait, ça va rester comme ça, hein. Je sais que ça pique les yeux, vous vous dites ah non j'ai envie de... Mais au final ça n'est pas vous qui allez habiter dedans, ce n'est pas vous qui allez dormir dedans, ce n'est pas vous qui allez prendre votre petit déj dedans, et vous trouverez toujours des gens à qui ça va plaire ou pour qui le style de la cuisine n'est pas de la plus haute importance. Voilà, donc faites bien attention à comment vous allez meubler l'appartement, n'oubliez jamais pour qui vous le meublez.
Donc là, on a avancé un petit peu dans le temps. Ça doit faire 6 mois qu'on a fait l'achat. Alors, qu'est-ce qui s'est passé concrètement? On a eu les clés de l'appartement en décembre. On a effectué les travaux en janvier. Les locataires, les 5 locataires sont rentrés au début du mois de février. Et donc là, on arrive à la fin de l'année scolaire. Donc, on est au mois de juin. Et l'appartement se libère. Donc, je profite du turnover pour revenir ici, pour faire ce petit segment de vidéo, pour vous donner 2 conseils très importants. 2 conseils très importants si vous voulez faire une colocation. La première chose, c'est quand vous avez un nombre de colocataires, on va dire, qui dépasse les 2 personnes, c'est bien de prendre des gens qui ne se connaissent pas forcément. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est que les étudiants, ils vont arriver. Et si vous avez, comme ici, un groupe de 5 personnes qui se connaissent, qui font la même chose, qui font la même promo, eh bien, ça veut dire que vous allez avoir 5 étudiants qui vont avoir globalement le même agenda, les mêmes dates de stage. Et donc, ils vont avoir tendance à partir au même moment. Hein, sachez ça. Les étudiants, quand ils prennent un appartement, quand vous leur faites la visite, ils vont vous dire « Ouais, moi je suis étudiant, je viens d'arriver, je vais étudier pendant 5 ans. » Mais ça, c'est ce qu'ils vous disent quand ils veulent avoir leur place dans la colocation. Mais la réalité, souvent, elle est tout autre. Hein. Les étudiants, on le sait, ça, c'est hyper volatile. Si par exemple, ils décident de faire 2 ans ici, c'est pas pour autant qu'ils vont habiter forcément 2 ans dans cette colocation. Peut-être qu'ils vont faire, on va dire, je sais pas, l'année scolaire. Ensuite, ils vont avoir leur stage, donc ils vont partir avant même la fin de l'année scolaire, et puis peut-être qu'ils auront trouvé une copine, ils voudront habiter avec l'année suivante. Donc ça, prenez ça en compte. La volatilité des étudiants, c'est pas si vous voulez, c'est pas des dossiers sur lesquels vous allez pouvoir signer sur une longue durée. C'est pas comme une famille qui s'installe dans un grand appartement et qui va y rester pendant 10 ans. Donc là, prenez bien ça en compte. Et voilà, la raison pour laquelle je vous dis de prendre des gens qui viennent un peu d'horizons différents, qui font des facs différentes, c'est que vous, en tant que propriétaire, vous voulez toujours que votre appartement soit occupé. Et donc, pour ça, vous allez prendre des gens qui se connaissent pas forcément, qui font des choses différentes, qui ont des scolarités différentes, hein, des agendas différents. Comme ça va augmenter vos chances, vous, d'avoir toujours une personne qui reste et éviter que tous se barrent en stage dans une autre ville au même moment et de vous retrouver avec un grand vide dans l'appartement comme c'est le cas ici. Nous, là, on a tous les… Bon, là, c'est la fin de l'année scolaire, donc c'est normal. Alors, voilà, c'est ça. Sachez une chose également, c'est mon deuxième conseil, c'est que les étudiants ne louent pas en juillet-août. Souvenez-vous, quand vous avez été étudiant ou si vous l'êtes encore, vous ne louez pas un appartement en juillet-août. Pourquoi ? Parce que vous n'avez pas les finances nécessaires pour louer un appart. Et même si vous avez adoré cet appartement, eh bien, vous n'allez pas le louer juillet-août. Vous allez rentrer chez vos parents, vous allez utiliser l'argent que vous avez de côté pour partir en vacances avec vos amis, mais en aucun cas vous allez louer un appartement à vide. Donc c'est très difficile quand vous avez une colocation d'avoir un juillet-août qui va être rempli. Et ça, il faut l'anticiper. Il n'y aura pas forcément du monde, mais vous pouvez quand même avoir 1 ou 2 personnes et c'est à vous de voir comment vous pouvez rentabiliser votre appartement. Peut-être que vous pouvez l'utiliser pour faire de la location saisonnière sur Airbnb pendant ces 2 mois-là, ou alors vous pouvez trouver 1 ou 2 candidats qui eux habitent dans cette ville, vont rester dans cette ville et vont travailler. Nous, c'est ce qui s'est passé ici, c'est-à-dire que là, en fait, on n'habite pas à Caen, donc on est venu de Paris, on a fait tous nos états des lieux de sortie. On avait anticipé de manière à ce que les gens qui soient intéressés par l'appartement puissent faire leur visite. Donc vous, à partir du moment où vous recevez les fameux recommandés qui vous disent voilà, on part, essayez de faire un tir groupé et essayez de voir en même temps que les départs les gens qui seraient intéressés. Et il y a toujours 1 ou 2 personnes qui sont intéressées parce qu'ils veulent travailler l'été. Donc là, nous, on a quand même des gens qui vont rentrer au mois de juin et qui vont être là juillet-août. Donc ça, c'est à vous de voir comment vous voulez gérer votre appartement, mais prenez bien ça en compte. Quand vous faites votre achat, quand vous faites vos calculs, quand vous fixez le loyer des différentes chambres, vous serez à vide en juillet-août. C'est vraiment ça qu'il faut vous dire. Si vous arrivez à faire si vous avez une personne, si vous avez un peu d'Airbnb ou de location saisonnière, très bien, tant mieux pour vous. Mais quand vous calculez, partez du principe que vous allez être à vide. Félicitations pour être allé au bout de cette formation. J'espère que vous avez appris des choses, j'espère que vous avez pris des notes. De toute façon, cette formation est gratuite, elle est illimitée, vous pouvez y revenir quand vous voulez. J'espère en tout cas qu'elle va vous aider à passer à l'action, qu'elle va vous aider, qu'elle va vous motiver à entreprendre. Déjà, sachez une chose, j'ai quand même envie de le rappeler pour finir cette formation, c'est que la prochaine étape concrète pour vous, si vous voulez faire quelque chose de similaire, c'est de sortir de chez vous et d'aller visiter des appartements. Retenez bien ça. Vous pouvez rester, il y a une personne qui peut rester chez elle enfermée à rêver, à se dire ah ouais tiens je vais faire un truc comme il a montré dans sa formation, c'est génial. Et
et une personne qui va entreprendre, qui va passer à l'action, qui va prendre de son temps, de son énergie et qui va aller faire des visites, on a ces deux personnes et il y en a une des deux qui est déjà plus proche de la réalisation d'un tel objectif. Je vous laisse deviner laquelle. En tout cas, si vous avez apprécié cette formation, n'hésitez pas à la partager avec des gens que ça pourrait intéresser dans votre entourage, parmi vos connaissances, vos amis. Cette formation est gratuite, donc vous leur copiez-collez tout simplement le lien dans un mail. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas également à laisser une appréciation quelque part sur Google, sur YouTube, sur la page Facebook. N'hésitez pas, ça fait toujours plaisir pour moi et aussi pour les gens qui m'ont aidé à faire le montage, à diffuser cette formation. Donc merci à ceux qui prennent quelques minutes pour le faire. Et enfin, pour ceux que cette dimension intéresse, que ce soit un investissement immobilier ou l'entrepreneuriat au sens large, qui ont envie de se lancer, de concrétiser leurs objectifs, qui ont envie vraiment de se réunir pour travailler là-dessus, sachez que je vais prendre au cours de l'année un petit nombre de personnes en coaching pour travailler sur des projets comme celui qui est exposé dans cette formation ou sur des projets d'entrepreneuriat. Donc si ça vous intéresse et si vous voulez faire partie de ce petit groupe, je vous invite à m'écrire à contact@yanpiet.com. Voilà, cette formation est terminée. Je vous souhaite à tous une excellente journée ou une excellente soirée et à très bientôt sur les réseaux sociaux et ma chaîne YouTube.